Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le talk de France Info. Salut Julo, salut Brecht, salut Sergio, salut Gentleman, salut Bébert, salut Joker, salut The Gentleman, salut Ganit, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, salut Bandini aussi, je vois qu'il vient de se connecter, chouette. Bienvenue dans le talk de France Info, on est ensemble comme tous les jeudis de 17h à 19h pour décortiquer, ausculter, disséquer l'actu politique, économique, diplomatique, scientifique, de la tech, du web et des idées peut-être aussi. Avec vous dans le chat bien sûr, avec vos questions que vous posez et que je passe aux invités. Ici c'est chez vous, il y a deux petites règles. C'est un point d'interrogation à la fin de votre question, sinon je ne vois pas que c'est une question, parce que le chat défile, parfois vous écrivez beaucoup, et vos questions vous posez avec bienveillance et courtoisie, parce que c'est plus sympa et que c'est très service public, et on est justement sur service public. Dans le chat, votre interlocuteur, c'est Jérém Alamodé qui vous répond par écrit, et c'est moi, dans le studio, qui vous répond dans le micro. Au programme de ces 2 heures, la réforme des retraites, son avenir, ses destins contrariés, mais aussi les élections municipales, et un coup de stéthoscope sur la confiance qu'ont les citoyens en la classe politique, avec, semble-t-il, un cœur qui bat de moins en moins fort. On filera à la recherche des systoles perdues et ce sera jusqu'à 18h. 18h, heure à laquelle on traversera l'Atlantique en bateau avec des voiles ou à la nage pour poser un pied en Amérique du Sud. Un continent tensé par Donald Trump, le président des États-Unis, qui a envoyé au large des côtes vénézuéliennes le plus gros porte-avions du monde, le sien. Caracas qui crie à l'invasion imminente et se rapproche de Moscou. Donald Trump qui oppose sa guerre contre le narcotrafic. Des regards en chien de faïence et l'Amérique latine qui se retrouve de nouveau la cible d'une diplomatie américaine brutale et unilatérale. Ce sera jusqu'à 19h pour l'heure et pour l'instant. Il n'est jamais que 17h06 passé de 37 secondes à Paris et hier à l'Assemblée nationale. Les députés ont voté la suspension de la réforme des retraites de 2023. C'était le totem du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors ça ne signifie pas qu'elle est pour autant actée officiellement, il faut encore passer par le Sénat. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit de fait d'une première étape vers la concrétisation d'une mesure réclamée par les socialistes pour ne pas censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu. Bonjour Virginie Leguet. Bonjour. Salut Virginie, t'es journaliste, éditorialiste sur France Info TV. À tes côtés, Aurore Malval. Salut Aurore. Bonjour. T'es grand reporter. À Marianne, bienvenue à toutes les deux. La réforme Borne est suspendue, la réforme des retraites est suspendue. C'est simplement une parenthèse avant 2027 ou c'est une réforme qu'on est en train d'enterrer ? C'est moi qui commence ? Qui veut ? Eh bien, moi, je pense que c'est la mort de la réforme. Je voudrais bien savoir qui aura le courage en 2028, parce qu'il s'agit de la reprendre en 2028, si j'ai bien compris. Qui aura le courage de reprendre une réforme qui est à ce point-là contestée et qui aura été suspendue pendant 2 ans et qui, en plus, a créé des divisions au sein de la plupart des familles politiques. Même si certaines, hier, qui étaient pour, ont voté contre, et celles qui étaient contre ont voté pour des raisons qui n'avaient rien à voir, d'ailleurs, avec la suspension de la réforme. Donc je ne sais pas très bien si quelqu'un aura le courage de la reprendre ou si tout simplement elle a été enterrée hier de façon non dite. Moi, je ne sais pas. J'avoue, très honnêtement, parce que effectivement, on sait que la question sémantique, justement, entre la suspension ou le décalage, c'est ce qui fait aussi polémique. Alors, je dirais que la bagarre... Alors, côté suspension, côté décalage, de quoi s'agit-il ? En fait, aujourd'hui, on dit que la réforme est suspendue, mais en fait, dans les faits, elle s'appliquerait à nouveau à partir du 1er janvier 2028. Donc, en soi, effectivement, si on considère que, par exemple, on aurait à nouveau... la politique, justement, si la gauche ne gagnait pas, en gros, la gauche, ou d'ailleurs même le Rassemblement national, à voir, parce que le Rassemblement national a souvent changé d'avis par rapport à cette réforme des retraites. Mais enfin, en tout cas, ils étaient contre, aujourd'hui, ils sont encore contre cette réforme. Donc bref, ça veut dire si ces forces-là ne gagnent pas l'élection présidentielle qui vient, eh bien cette réforme recommence à s'appliquer. Donc en soi, c'est vrai qu'elle est suspendue, mais en fait, elle est décalée dans son application, puisque je dirais, la loi, la réforme Borne reprendrait ses droits à compter du 1er janvier 2028. Par rapport à ça, effectivement, la question, est-ce que cette réforme-là est totalement enterrée ? Je pense que oui, parce que quelle que soit la force politique qui va gagner ces élections, la question des retraites sera à nouveau abordée, peut-être par certains d'ailleurs de façon beaucoup plus dure que la réforme Borne, peut-être par d'autres. On a déjà vu Gabriel Attal notamment s'exprimer sur cette question en proposant un système sans âge butoir de départ à la retraite, mais avec une part de capitalisation et une question uniquement des annuités, des années travaillées. Donc tout ça, ça va être des débats qui vont avoir lieu
pendant la campagne d'élection présidentielle où chaque parti va proposer en fait sa réforme des retraites. Mais en tout cas, il y aura une réforme, c'est-à-dire que le système actuel, la retraite à 62 ans, ne va pas se poursuivre. Ça, c'est quasiment sûr, sauf, encore une fois, à ce que la gauche gagne cette campagne, mais elle proposera aussi un système de financement, en tout cas pour les retraites, parce qu'on voit bien aujourd'hui que le poste de dépense des retraites étant représentant plus de 400 milliards dans le budget de l'État, c'est énorme et il faut le financer. Et quand on voit la pyramide des âges en France aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème entre les naissances et justement les personnes âgées, les seniors, et qu'on ne va pas pouvoir régler cette question du financement en un claquement de doigts en disant on continue comme aujourd'hui. Donc effectivement, ce qui est intéressant de voir, et je pense qu'on va en parler justement, c'est pourquoi les différents groupes ont eu ces attitudes-là par rapport à ce vote, pourquoi certains en retirent une victoire et pourquoi d'autres ont dénoncé une forfaiture ou un enfumage. Justement, il y a aussi la question, et je termine par là, après on va débattre sur la gauche, mais non seulement cette réforme, elle doit passer au Sénat, mais surtout le PLFSS doit être adopté pour qu'elle soit adoptée. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait au bout de la navette parlementaire un vote positif de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur le budget de la sécurité sociale. Et ça, c'est quand même pas tout à fait gagné, parce que ça veut dire que la gauche, notamment le Parti socialiste, va devoir à nouveau le voter, que ses alliés vont devoir à minima s'abstenir un petit peu comme ils l'ont fait aujourd'hui, et c'est pas franchement gagné aujourd'hui. Donc attention, parce qu'effectivement, si jamais on arrive à la loi spéciale, il n'y a pas la réforme des retraites dedans, donc ça voudrait dire devoir faire une loi ad hoc pour cette suspension. Enfin, ce sera encore des complications et encore un décalage de cette suspension, un décalage du décalage. Alors prenons les thèmes dans l'ordre. D'abord le chat, Bandini nous dit c'est une réforme qui est une réforme mal votée, le boomerang que se prend le macronisme dans les dents est violent mais mérité. C'est David Bandini, en tout cas Siscom dit à peu près la même chose. C'est une réforme mal votée contre l'avis de tous qui ne règle pas les problèmes. C'est vraiment une réforme inutile, nous dit Siscom. Le passage du texte au Sénat où la droite est majoritaire, est-ce qu'il peut remettre totalement en cause cette suspension, Virginie? Alors, c'est pas une réforme qui est mal votée, c'est une réforme qui n'est pas votée du tout parce qu'elle a été adoptée avec le 49.3 et le 49.3 qui est utilisé par l'exécutif, permet de faire adopter un texte sans vote. Donc c'est peut-être presque encore pire. Mais la quasi-totalité des réformes de retraite qui ont été faites jusqu'à maintenant l'ont été de cette façon-là. Elles ont été toutes contestées, mais elles n'ont jamais été remises en cause par ceux qui sont arrivés ensuite, qui eux-mêmes ont fait leur propre réforme. L'idée étant de poursuivre ce système actuel, le système par répartition, en obligeant les gens à travailler plus longtemps pour qu'ils puissent eux-mêmes participer au financement du système par leur cotisation. Je rappelle que ceux qui travaillent aujourd'hui financent la retraite de ceux qui sont à la retraite. Ils ne financent pas leur propre retraite. Autre question, autre point que je voulais évoquer, en suspendant la réforme des retraites, c'est-à-dire en lui donnant un coup de boutoir très, 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 très significatif, bien sûr, c'est la seule réforme structurelle d'Emmanuel Macron, non seulement du deuxième quinquennat, mais du premier quinquennat. Autrement dit, c'est la seule réforme structurelle vraiment importante qu'il ait faite depuis 2017. Donc, c'est vraiment un déshabillage complet de la politique d'Emmanuel Macron. Il ne reste plus grand-chose. Mais c'est surtout, pour ceux qui sont attachés à ce système par répartition, c'est surtout une fragilisation incroyable de ce système. Et quand je vois Gabriel Attal qui dit « écoutez, moi j'ai une idée merveilleuse, on va faire un système où chacun pourra cotiser de son côté. À chaque bébé qui va naître, l'État mettra 1 000 €. Puis après, les parents et les grands-parents pourront abonder sur ce compte jusqu'aux 18 ans de l'enfant qui, après, une fois qu'il deviendra adulte et qu'il travaillera, abondera lui-même. » Je rappelle une seule chose, c'est que ce système par capitalisation, il est réservé à ceux qui peuvent mettre de l'argent de côté et qu'il y a beaucoup de gens qui sont salariés qui n'auront peut-être pas les moyens de mettre quelque chose de côté. Alors que dans le système actuel, les prélèvements sont faits chaque mois sur les salaires et à la fin de votre vie professionnelle, vous avez votre retraite qui est calculée en fonction de ce que vous avez gagné tout au long de votre vie. Et puis, je rappelle que le pourcentage de la retraite est plus important quand on a un salaire bas et moins important quand on a un salaire élevé. Ce qui veut dire que c'est un système, finalement, qui a tendance à lisser un peu les retraites très élevées et les retraites moins élevées. Donc, est-ce que ce système-là est plus juste et plus équitable que le système par capitalisation? J'aurais tendance à dire oui. Donc, attention aux raccourcis un peu hâtifs de ceux qui enjambent ce qui s'est passé
comme si c'était déjà réglé et qui propose déjà des choses mirifiques qui, à mon avis, ne seront mirifiques que pour ceux qui ont les moyens de capitaliser. Et en plus qui n'offre aucune garantie. C'est-à-dire que la capitalisation est soumise justement aux aléas du système bancaire, enfin, en cas de crack. C'est ce que dit Gentleman dans le chat, les Américains, quand ils arrivent à la retraite, alors c'est un peu excessif, c'est pas tout à fait comme ça, mais quand même, c'est tout de même l'idée outre-Atlantique, c'est les Américains, quand ils arrivent à la retraite et qu'il y a un crack boursier, ils déchantent quand même assez souvent. Bah, tout à fait, oui, c'est ce que j'ai. Alors, effectivement, on peut prendre l'exemple extrême, mais pourquoi pas? Enfin, on voit qu'on est de plus en plus dans un monde quand même soumis à des aléas nombreux, et ce système-là n'a pas de garantie. Alors, certains vont dire, ah mais non, mais l'État pourrait garantir, etc. Mais en fait, si l'État garantit, bah, qu'est-ce qui change par rapport au système actuel? Rien. Du coup, ça voudrait dire que l'État s'endetterait énormément tout d'un coup pour sortir toutes les retraites d'une classe d'âge parce que ils auraient cotisé, puis l'État viendrait se substituer à l'épargne privée qui aurait été faite par ailleurs. Enfin, je pense que le système n'est pas forcément au point, et encore une fois, il ne faut pas voir effectivement la capitalisation comme le remède absolu, et le système par répartition, c'est un bon système que d'ailleurs beaucoup de pays nous enviaient. Après, je persiste quand même, aujourd'hui il va falloir trouver de quoi le faire subsister. Et s'il n'y a pas des solutions qui sont trouvées, et c'est fait. Enfin, quand je dis solution, j'ai déjà des petites idées, c'est-à-dire que soit elles se passent en amont, soit elles se passent en aval. C'est-à-dire que soit on est en amont, on vient chercher de l'argent, ou à qui on prend l'argent pour justement le verser aux retraités, soit en aval, est-ce qu'on diminue les pensions. Mais globalement, il n'y a pas 1000 routes, c'est avant ou après, mais en tout cas, sur l'échelle, mais il va falloir trouver un moyen de financer ces futures retraites. Après, j'ajoute juste par rapport au côté retraite, c'est un peu dommage, je trouve, d'être englué dans ce débat, que ce soit maintenant et d'ailleurs que ce soit au moment de la campagne présidentielle, alors qu'il y a tellement de sujets à discuter, et notamment pour les actifs, notamment pour justement la réforme de notre société, pour éviter, parce que toute cette retraite, elle charrie avec elle beaucoup ces questions sur la retraite charrient avec elle beaucoup de perception de notre société, de qu'est-ce qui fait, pourquoi en France on est une société où le travail ne paye plus, pourquoi on devient une société d'héritiers, où il est quasiment impossible, si vous n'êtes pas héritier d'un patrimoine, de devenir riche, de faire partie justement des gens aisés qui pourront mettre de l'argent de côté pour leur retraite précisément. Donc toutes ces questions-là, j'aimerais pas qu'elles soient balayées pour un débat sans fin autour de comment financer les pensions, justement, alors je dirais pas des boomers, mais des boomers à venir aussi. C'est un petit peu dommage que le débat s'épuise autour de ça, y compris à l'Assemblée nationale d'ailleurs. Je rajouterai une chose sur la proposition de Gabriel Attal. Donc, elle parle bien de bébés qui ne sont pas encore nés. Donc, admettons qu'ils naissent à toute vitesse en 2026. Ces bébés-là prendront leur retraite dans, au bas mot, 64 ans, 63 ans, 62 ans et 9 mois. Autrement dit, ça nous reporte dans 62 ans ou 63 ans à partir de 2026. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Là, Gabriel Attal n'a pas de réponse. Donc, tout ça, c'est un peu des miroirs aux alouettes. C'est une façon de pas aborder le débat sérieusement. Et je suis, comme Aurore, je crains que la campagne présidentielle qui va démarrer assez vite ne tourne essentiellement autour de ces questions, autour de propositions toutes plus apparemment séduisantes, mais en fait, non seulement farfelues, mais profondément injustes. Et je rappellerai une vérité quand même qui n'est pas toujours agréable à entendre, c'est que nous sommes un des pays, pour ne pas dire le pays européen, où nous partons le plus tôt à la retraite, et qu'effectivement la tendance qui est exactement inverse chez les autres pays, c'est de prolonger la durée de travail pour que chacun puisse faire vivre ce système qui les a déjà fait vivre eux-mêmes. Donc il y a quelque chose un peu de l'ordre du mensonge de dire on suspend, c'est pas grave, c'est une question de justice. Non, la justice c'est pas ça. La justice c'est que si on suspend, on fragilise ce système. Par quoi on va le remplacer? Je crains que ça ne soit encore plus injuste. Je pense qu'il y a une question, et qui d'ailleurs est toujours évitée par ceux qui sont partisans de toujours reculer l'âge de la retraite, parce que quand on dit il faut reculer l'âge de la retraite, mais en fait si on suit la pyramide des âges aujourd'hui, ça veut dire que dans 10 ans peut-être qu'on parlera de mettre la retraite à 72 ans. Enfin, ça c'est une fuite en avant de dire il faudra toujours travailler plus. Moi je pense c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus retraités, donc ça devient très lourd à porter. Ça devient très lourd à porter pour les actifs. Pour nos enfants, c'est parfaitement vrai. Et il y a la question aussi du travail, de l'emploi des seniors. Moi, je trouve que c'est quand on voit que je lisais une étude récemment, justement,
une femme sur 3 de plus de 55 ans est justement ni en emploi ni à la retraite. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, sur lequel il faut se pencher de toute urgence. C'est comment faire, avant même de reculer ad vitam aeternam, l'âge de la retraite, comment on permet aux gens de travailler dans de bonnes conditions jusqu'au bout. Et malheureusement, c'est des questions qui étaient quand même un petit peu absentes au niveau du conclave avec le MEDEF et autres, où on n'a pas donné de pistes précises, parce que globalement, en fait, la différence, parce que pareil, ça c'est un peu une tarte à la crème des hommes politiques, en particulier à droite, de dire les Français ne travaillent pas assez. Et on nous sort des grands chiffres, des comparaisons de l'OCDE, en disant, regardez, les Français travaillent tant d'heures rapportées, machin, par rapport aux Allemands ou à d'autres. En fait, les Français font pas spécialement moins d'heures. Les 35 heures, c'est quand même plus ou moins un mythe. Très faible pourcentage, je crois que c'est moins de 20% des Français qui sont à des 35 heures effectives. Par contre, on tend en France à rentrer plus tard sur le marché du travail et à en être sorti plus tôt par justement un petit peu ce dégagisme des seniors en entreprise qu'on n'arrive pas finalement, enfin quand je dis qu'on n'arrive pas, que les patrons, c'est pas non plus par génération spontanée, n'emploient plus, ne veulent plus employer parce qu'ils coûtent trop cher, parce qu'ils sont pas fluides dans les nouveaux process ou que sais-je. Et donc, on a tous ces gens-là qui prennent des fois des retraites anticipées parce que précisément, ils ne peuvent plus travailler. Je peux rajouter deux petites choses. À propos du MEDEF, je voudrais souligner leur totale hypocrisie parce que je crois avoir vu hier un tweet ou une citation de M. Martin, donc le président du MEDEF, qui parlait de folie, d'hérésie et qui avait l'air totalement sidéré de voir que la suspension de la retraite avait été votée à la majorité. Mais je rappelle que le conclave qui a eu lieu l'année d'avant avec François Bayrou, il a échoué à cause du MEDEF. Alors, il faut savoir un peu ce que veut le MEDEF. Si le MEDEF veut vraiment sauver le système par répartition, il avait qu'à aussi essayer de sauver ce conclave. C'est vraiment lui qui est responsable de l'échec de ce conclave. Ça lui aurait coûté moins cher que ce que ça va coûter maintenant aux entreprises si le projet de loi ou les deux projets de loi, le projet de loi de finances et le projet de loi de la sécurité sociale, passent avec tous les ajouts d'impôts qui ont été votés. Et franchement, il y a quelque chose de l'ordre de l'incompréhension complète pour les Français qui voient tout le monde prendre des positions différentes. Un dernier mot sur LR. LR, lorsqu'il y a eu la réforme Borne, ils n'ont cessé de dire « Ah mais non, mais ça va pas assez loin, c'est pas ci, c'est pas ça ». Mais quand la réforme Borne donc a été adoptée avec le 49.3 et qu'il y a eu une motion de censure, ils ont été 19 à voter à la motion de censure. Donc franchement, il y a là des têtes à queue qui sont vraiment incompréhensibles, décourageants et extrêmement délétères, je trouve, pour la compréhension de l'action publique. Conclave, MEDEF, dans le chat, Bandini, ce conclave c'était une fumisterie avec ou sans MEDEF, Province TV, d'ailleurs en tant que feignasse, je salue le MEDEF, mais j'attends toujours mon ruissellement et qui se fait vraiment attendre. C'est comme qui dit, le problème c'est que c'est impossible de savoir ce qui se passe réellement, ce que des postures, on ne sait pas quelle est la réalité de la situation. En tout cas, le texte là, a été au Palais des Bourbons, à l'Assemblée nationale, il va partir au Sénat. Qu'est-ce qui peut se passer au Sénat ? En fait, pas grand-chose. En fait, Gérard Larcher disait nous, on va. Le président du Sénat avait annoncé il y a quelques mois déjà, enfin quelques mois, peut-être quelques semaines, mais ça me semble des mois, qu'il qu'au Sénat, ils allaient tout détricoter. Et qu'évidemment, qu'ils allaient voter contre la suspension de la réforme des retraites. Mais encore une fois, le Sénat n'a pas le dernier mot. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le texte va dans la fameuse CMP, c'est-à-dire la commission mixte paritaire. Donc, il y a 7 députés, 7 sénateurs, qui reflètent un petit peu les équilibres politiques des deux chambres, et charge à eux de se mettre d'accord sur un texte. Une sorte de huis clos. Exactement. C'est un huis clos. Ils discutent. Bon, il y a quand même quelques truc qui filtre, mais l'idée c'est si on est dans une pièce, faut qu'on en sorte avec quelque chose. Si ils en sortent avec quelque chose, un texte qui est voté par tout le monde, elle est dite conclusive, mais le texte repart à l'Assemblée, et sinon elle est non conclusive, et sauf que c'est pas le même texte justement, c'est pas le texte qu'ils ont voté dans le premier cas repart à l'Assemblée, et si c'est pas le cas, c'est l'Assemblée qui reprend, je crois, son texte de départ et non pas la version du Sénat, et donc qui doit à nouveau se prononcer. Alors, le dernier mot revient toujours à l'Assemblée. J'ai un petit doute sur quel texte revient, si elle est non conclusive, si c'est le texte amendé du Sénat ou si c'est celui de l'Assemblée. Mais enfin, de toute façon, si c'est celui du Sénat, il faut que l'Assemblée se prononce dans tous les cas. Je crois que si elle est conclusive, le texte ça, c'est celui de l'Assemblée nationale, ça, c'est sûr, qui ne peut pas l'amender. C'est ça. Mais si elle est non conclusive, l'Assemblée a encore la main, quoi.
mais je ne sais plus sur quel texte. Et je voudrais rajouter une nouvelle chose à propos du Sénat. Alors, M. Larcher, forcément, tout le monde le sait, le Sénat est une majorité de droite. Et M. Larcher se dit « Ah, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Nous, au Sénat, on va faire un toilettage énorme, détricoter énormément. » Je rappelle quand même à M. Larcher, qu'il a d'ailleurs parfaitement entendu, que M. Lecornu, Premier ministre, celui qui essaye de sauter les haies les unes après les autres, est allé au Sénat. Et au Sénat ne sont représentés ni la France Insoumise, ni le Rassemblement national, et a dit à tous ces charmants messieurs, écoutez, tout ça est bien gentil, mais il va falloir trouver au bout, il va falloir qu'on atterrisse, il nous faut un budget. Donc, certes, vous avez envie de montrer que vous êtes bien à droite, que vous êtes majoritaire et que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi, je vous demande de ne pas rendre le travail après impossible. Donc, vous allez aussi, vous aussi, obligés de faire des compromis. Donc, les compromis qui ont été demandés aux sénateurs aux députés, ont été demandés aux sénateurs. Donc là, ils font des grandes déclarations d'intention. J'attends de voir la copie finale, parce qu'il est évident, comme l'a dit Aurore, que si le texte revient comme un vrai texte de droite où tout a été enlevé, nettoyé, eh bien, on ira droit au mur. Et que je ne sais pas ce qui se passera à la CMP, mais les choses deviendront très compliquées. Je dirais un dernier mot sur Sébastien Lecornu. Sa méthode, elle n'est pas flamboyante, elle n'est pas très héroïque. Il est comme, vous savez, ces cavaliers qui n'ont pas... en général, quand on va faire un parcours, on a le droit de faire une reconnaissance du parcours et des différents obstacles. Lui, il ne les connaît pas, les obstacles, donc il les franchit les uns après les autres, un peu avec un bandeau sur les yeux. Mais enfin, on arrive quand même, vaille que vaille, à avancer. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais ce qu'il me semble aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui 13 novembre, c'est que le prix à payer de cette stabilité va être énorme. Et énorme, bien sûr, et là je ne parle pas de la suspension de la réforme des retraites qui fait partie du prix à payer pour les socialistes, mais énorme pour les Français. C'est-à-dire que les impôts supplémentaires qui s'appliqueront, ils s'appliqueront aux Français. Et c'est les Français qui, au bout du bout, payeront cette stabilité. Et je pense qu'ils vont la payer un peu cher. Alors, je voulais juste préciser, pour être bien clair pour les Twitchos, sur la CMP. Et ce qui peut se passer après. Donc, c'est-à-dire que si elle n'est pas conclusive, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et donc que le texte sur lequel ils sont mis d'accord n'est pas transmis à l'Assemblée, la navette parlementaire reprend, donc le texte du Sénat repart à l'Assemblée, mais là, ils ont 10 jours à peu près pour refaire le tour Sénat-Assemblée pour se mettre donc d'accord. Et si ils ne se mettent pas d'accord dans ce délai, eh bien, le gouvernement peut procéder par ordonnance. Donc ça, c'est ce qui ça s'est encore jamais produit, mais en fait, on revient dans le même cas de figure. Mais Sébastien Lecornu a dit qu'il ne procéderait pas par ordonnance. Oui, alors il a dit qu'il ne procéderait pas par ordonnance, il a dit qu'il ne procéderait pas par 49.3. Pour expliquer un petit peu, une ordonnance, c'est assez violent. Hein. C'est l'exécutif qui prend le texte. On l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Il prend le texte. C'est une purge sévère, les ordonnances. Et il prend le texte de départ. Oui. Il ne veut pas prendre le texte amendé par l'Assemblée nationale ou le Sénat, donc il prend la copie, plus ou moins quelque chose qui ressemble, parce que ça a été... Il le découpe en morceaux. Ça a été, voilà, et ça a été un peu retouché à la marge, la copie de François Bayrou. Mais voilà, c'est ce texte-là qui serait adopté avec, dedans, si c'est le cas pour le budget de la sécurité sociale, avec la suspension de la réforme des retraites quand même, puisqu'elle a été ajoutée par cette fameuse lettre rectificative, donc qui a permis de l'ajouter au texte de base. Mais effectivement, les ordonnances, c'est assez violent. Mais on risque de pouvoir y venir aussi, parce que le gouvernement peut procéder comme ça si le temps en fait, d'examen total est écoulé. Et on risque fort aussi de se trouver dans cette situation, puisque on voit bien que les délais sont extrêmement courts pour examiner le texte. Là, il y a énormément d'amendements, on n'en voit pas vraiment le bout, donc pas sûr que les chambres, pas sûr que le Parlement puisse voter sur les deux textes. L'autre possibilité, s'il ne veut pas procéder par ordonnance, c'est d'avoir une loi spéciale qui en fait va permettre au gouvernement, voilà, comme l'année dernière, de lever l'impôt sur la base du budget existant, exactement, avant de prolonger le débat en fait à la rentrée pour pouvoir adopter un budget. C'est ce qui s'était passé l'année dernière avec François Bayrou, qui avait réussi, je crois, en février, à faire voter un premier budget. Bébert dit une ordonnance, c'est un 49.3, mais il n'y a même pas de vote, parce qu'en fait, c'est même au-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote et on n'engage pas la responsabilité de personne. Alors, on n'engage pas la responsabilité du gouvernement. Ceci étant, si jamais le gouvernement faisait ça, il chuterait. Sauf que, contrairement au 49.3, il chuterait parce qu'il y aura une motion de censure qui sera déposée et qui sera vraisemblablement votée par la gauche et le Rassemblement national, mais ça n'entraînera pas la chute du budget. Lorsque le gouvernement engageait sa responsabilité, donc via l'article 49 alinéa 3 sur un texte, ça fait tomber le gouvernement et il n'y a plus de texte.
C'est pas le cas si les ordonnances, si on procède par voie d'ordonnance. C'est-à-dire que Sébastien Lecornu tombera, mais tombera sur le champ d'honneur parce qu'il y aura, la France aura un budget. Je voudrais dire un petit mot sur les amendements. Il y a là quelque chose d'incroyablement comme un refus d'obstacle de la part des députés qui multiplient les amendements, ce qui fait qu'à chaque fois ils disent « Ah, on a trop d'amendements, on n'arrivera pas au vote ». C'est ce qui s'est passé pour le PLFSS hier, ils ne sont pas arrivés au vote. Mais c'est délibéré, parce qu'après tout, ils peuvent retirer leurs amendements, ils peuvent s'arranger pour que les délais soient respectés. Je rappelle que les délais sont les mêmes chaque année, ce n'est pas cette année spécialement où les délais tout d'un coup tombent du ciel. Et que finalement, ne pas voter un budget, c'est ne pas l'endosser vraiment. Donc on le transforme, on obtient ces petites victoires, on se précipite vers ses électeurs pour dire « Regardez, j'ai obtenu ça, c'est magnifique, c'est merveilleux, je suis vraiment le roi de la crèche ». Et puis au moment du vote, on n'est pas là parce qu'on a des amendements. Et donc le texte est parti hier au Sénat alors qu'ils n'ont pas voté. Et c'est ce qui reste de se passer jusqu'à la fin. Donc il y a là vraiment comme un refus vraiment d'obstacle caractérisé. Je rappelle quand même que le travail fondamental de nos parlementaires, que ce soit les députés ou les sénateurs, c'est de faire la loi et de faire le budget. La session budgétaire revient tous les ans comme une véritable ritournelle de septembre à décembre, grosso modo, entre les commissions, le projet de loi de l'État, le projet de la sécurité sociale, la première lecture, la deuxième lecture. Enfin, c'est un bazar un peu complexe, mais c'est un bazar qui dure à peu près 3 mois. Mais c'est le travail des députés que de le mener à bien. Et là, on voit une espèce de déresponsabilisation, de folie complète qui fait que chacun... L'autre jour, j'entendais des députés de familles différentes se dire entre eux dans les couloirs, mais en fait, on en est où? Est-ce que tu sais ce qui a été voté? Est-ce que tu sais ce qui finalement est adopté? C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent plus où est l'engin qu'ils sont censés conduire jusqu'au mois de décembre à bon port. Oui, après, moi je pense que quand on était on se souvient, sous Bayrou, on disait ce budget il est impossible à faire, etc. Parce que en fait, personne n'est d'accord, et vu la tripartition de l'Assemblée, eh bien, on peut pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des choix qui sont normalement des choix politiques extrêmement engageants. Et c'est vrai que le vote du budget, normalement, c'est ce qui définit justement le fait qu'on est dans la majorité ou l'opposition. Et aujourd'hui, évidemment que c'est un confort, ou en tout cas un refus d'obstacle, par exemple, pour le PS qui a décidé de suivre la voie des compromis. Déjà, ça a été dur parce que le PS a dû voter le projet de loi, le budget de la sécurité sociale, il a dû le voter parce que sinon... La partie recette. La partie recette, parce que sinon, elle ne passait pas, sinon on n'arrivait pas à l'examen, et la suspension de la réforme des retraites n'aurait pas été votée dans l'hémicycle. Donc ils étaient, entre guillemets, obligés de le soutenir. Mais en fait, si on regarde les équilibres, ils n'auront pas changé à la fin du trajet. Donc ça veut dire que ce budget de la sécurité sociale, eh bien, si le PS, en fait, veut que cette suspension soit actée, eh ben, il y a de fortes chances qu'ils doivent le voter. Et ça, moi, je sais qu'au sein du Parti socialiste, ça en dérange plus d'un de devoir se retrouver, même sur ce budget qu'ils ont réussi un petit peu à amender, contrairement d'ailleurs au projet de loi de finances, au budget de l'État, où là, vraiment, pour l'instant, ce qui a été gagné, entre guillemets, par le PS est extrêmement faible. C'est 500 millions en plus avec ce fameux impôt sur la fortune improductive qui, franchement, rapporte pas des masses. Quant à la taxe sur les multinationales, les 26 milliards, c'est quand même très théorique. Pas sûr du tout qu'on arrive à les récupérer et que ce soit bien conforme en plus à la Constitution, cet amendement. Donc jusqu'à présent, les victoires, je dirais, pour de nouvelles recettes, elles ont été très faibles. Sur le budget de la sécurité sociale, c'est un petit peu différent. Et donc, effectivement, ça place quand même le Parti socialiste dans une position assez compliquée de devoir soutenir un budget qu'on risque fort de leur reprocher. Et quand je dis on, je parle pas seulement de la France insoumise. Quand les gens vont vivre les coupes dans les hôpitaux, quand ça va être justement quand ce budget va être appliqué et vécu par les gens, ce sera très facile pour les macronistes de dire ah mais non mais ça c'est le budget du Parti socialiste, hein. C'est eux qui ont tenu le stylo. Et là, c'est quand même un risque politique énorme pour tous les groupes, d'ailleurs, qui accepteront ce compromis, qui accepteront d'avoir un budget imparfait, de voter un budget imparfait. Dans le chat, Gentleman, le PS, c'est finito et terminé. Bon, c'est l'avis de Gentleman. Siscom, c'est quand même hilarant que la première justification pour ne pas nommer un Premier ministre de gauche, c'était parce qu'on allait perdre du temps avant de voter le budget. Là, on se retrouve dans une situation où potentiellement le budget passerait par ordonnance. Une fois de plus, le seul qui y gagne... Non, ça ne s'est jamais produit, l'ordonnance. Ça ne s'est jamais produit. Passerait. Je le dis à notre... Un conditionnel. À notre ami. Oui. Temps de l'incertitude. Une fois de plus, le seul qui y gagne, c'est Macron. Tous les autres, par contre. Et Gentleman qui dit si le Parti socialiste vote la censure, on en est très loin. Et Geoffroy Leroux de Béziers, la seule solution, c'est une loi spéciale et adopter un budget en bonne et due forme début 2026. Pourquoi pas ?
Alors, je voudrais dire un mot sur Macron qui gagne. Macron, il est quand même dans un état de fragilité politique immense. Il est à 13, 12, 11 dans les sondages. Là, son bilan est totalement... le peu de bilan qu'il avait est totalement détricoté. Il n'a plus aucun pouvoir sur l'intérieur, dans la politique intérieure. Je rappelle que quand il s'exprime à l'étranger, ce qui lui est arrivé ces derniers temps, et là, vraiment, il s'est fait à chaque fois reprendre de voler. Je prends comme exemple le moment où il a dit, je ne sais plus dans quel pays étranger, que ce n'était pas une suspension mais un décalage. Le jour même, son Premier ministre Sébastien Lecornu disait à l'Assemblée nationale, non, attendons, moi je suis claire sur les mots, c'est une suspension, c'est comme ça que c'est écrit. Donc, je ne sais pas quel crédit croit avoir Emmanuel Macron, je ne sais pas quel pouvoir il a sur les choses, ou il croit avoir. Moi, je pense qu'il n'a plus aucun pouvoir sur la marche des choses, et que le seul qui lui est vaguement fidèle, mine de rien, c'est encore Sébastien Lecornu, parce que tant que Sébastien Lecornu tient à peu près la boutique, la baraque, on l'appellera comme on voudra, ça évite que l'eau monte trop haut du côté d'Emmanuel Macron. Parce que imaginons que tout se dérègle, que tout parte dans le fossé et qu'il y ait une nouvelle dissolution, il y a peut-être à imaginer que le Rassemblement national aurait une majorité relative et peut-être une majorité absolue, ce que eux croient dur comme fer, ce que je ne sais pas, parce que tant que les électeurs ne votent pas, on ne le sait pas. Et là, je ne sais pas ce qui resterait d'Emmanuel Macron, qui se retrouvait dans une cohabitation pure et dure, et qui serait celui des présidents de la Ve République qui aurait fait arriver le Rassemblement national à la hauteur politique à laquelle il est. Dans un récent sondage, Jordan Bardella ou Marine Le Pen, que ce soit l'un ou l'autre, étaient à 35 et 34. Et le premier candidat qui arrivait après, qui était Édouard Philippe, était à 15. C'est-à-dire qu'il y avait 20 points d'écart entre l'un ou l'autre des deux candidats du Rassemblement national et les autres. C'est franchement impressionnant. Et donc Sébastien Lecornu, quand il dit « Moi, ce que je veux, c'est un budget pour la France et ce que je veux, c'est la stabilité », ce qu'il ne dit pas, parce que ça serait vraiment mettre en avant sa fidélité à Emmanuel Macron, ce qu'il ne dit pas, c'est que ce faisant, cette stabilité apparente protège Emmanuel Macron de remous éventuels et de nouveaux cris qui appelleraient à sa démission. Bientôt les élections municipales, je vous propose qu'on referme le dossier réforme des retraites, puisque Aurore, je pense que tu nous quittes dans... Tu nous quittes à quelle heure, Aurore, d'ailleurs? Dans une dizaine de minutes. Dans une dizaine? Dans moins de 10 minutes? Ah non, mais Aurore a un emploi du temps. Et après, on parlera à deux avec Virginie Leguet et avec vous dans le chat. Un emploi du temps de minuté. Bientôt les élections municipales. Elles s'annoncent particulières, ces élections municipales. Oui, elles s'annoncent particulières déjà parce qu'elles sont dans le contexte actuel. Et en fait, ça dit beaucoup, c'est-à-dire qu'on voit bien actuellement les tensions à gauche et à droite par rapport justement à cette échéance municipale et aux questions stratégiques d'alliance. Les élections municipales, elles sont un enjeu extrêmement fort pour la gauche. Et pour les gauches, j'allais dire, parce que d'un côté, on a le PS qui est maire de plusieurs métropoles, qui a toujours en plus tiré de cet ancrage municipal, de ces baronnies, un petit peu son second souffle dans les périodes de vache maigre. Là, le PS n'a pas brillé aux élections présidentielles dernières, enfin à l'élection présidentielle, pardon, mais aux deux précédentes. Mais grâce justement à ce vivier, cette vivacité locale, ils réussissent à avoir quand même un personnel politique et à imprimer quelque chose. Là, la question va se poser aussi des alliances avec notamment leurs partenaires écologistes et communistes qui ont toujours été... On a beaucoup de majorités en France de cette fameuse gauche plurielle. C'était le nom du gouvernement justement sous Lionel Jospin. Ça s'est transposé juste au niveau local. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même parfois des tiraillements, en tout cas des tentations pour certains écologistes de faire soit tenter l'alliance avec les Insoumis, parce que les Insoumis, justement, poursuivent pour la première fois un objectif municipal. C'est-à-dire d'ancrage. Avant, c'était pas une élection qui les intéressait beaucoup, les Insoumis, les élections locales. Là, c'est pas du tout le cas. Ils vont essayer justement de gagner des villes, de s'inscrire dans des territoires où ils sont forts nationalement. On va voir d'ailleurs dans les grandes villes la réforme du scrutin à Paris, Lyon, Marseille, cette fameuse loi PLM. Eh bien, ça va aussi servir, on en parle beaucoup pour la droite à Paris avec Rachida Dati, mais ça va aussi servir, je dirais, la France insoumise, parce qu'ils se disent, on peut faire un bon score
local, parce que le scrutin ne sera plus justement par arrondissement, ce sera plus ce scrutin indirect. Ce sera plus personnalisé. Exactement, et donc il sera plus sur des, enfin ils vont pouvoir faire campagne sur des enjeux nationaux. Et d'ailleurs sur l'enjeu, là on voit bien pourquoi les relations entre le PS et la France Insoumise à l'Assemblée sont aussi encore plus tendues. C'est parce que, à nouveau, les deux gauches sont dans une nette démarcation. On a d'un côté la France Insoumise qui disent vous êtes des sociotraîtres, enfin ils le disent très clairement, vous ne respectez pas le programme du nouveau Front Populaire, vous ne respectez pas le mandat que les électeurs nous ont donné. C'est nous, la vraie gauche, la gauche radicale pour laquelle il faut voter. Vous êtes en gros égal aux macronistes. Et en même temps, le PS, je dirais, ne renie pas tout à fait. Alors, évidemment, ils ne vont pas dire « Ah bah oui, on trahit, c'est super ». Mais par contre, on voit bien qu'ils cherchent aussi à conquérir cet électorat de centre-gauche. Cet électorat de centre-gauche qui était allé justement chercher plus une aventure avec Emmanuel Macron. Et même d'ailleurs, certains, pourquoi pas, s'étaient dit « Pourquoi pas Édouard Philippe ?» Bon, je pense que là, en écoutant Édouard Philippe, d'ailleurs, plus il parle, plus il baisse. C'est pas forcément un hasard parce qu'il a un programme qui est extrêmement libéral, qui n'a rien à voir en fait avec le programme tel que vendu par Emmanuel Macron. Et donc, ce PS, je pense qu'il va chercher aujourd'hui à ramener cet électorat de centre-gauche à la maison. Et ça va être aussi le cas, d'ailleurs, dans ces élections municipales. Avec on va voir, notamment, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en face, on a, pareil, la question d'union des droites qui se pose entre LR et le RN. Et dans certaines villes, rien n'est joué. C'est-à-dire que l'éclatement des quatre, LR, RN, LFI, PS, va pouvoir donner des résultats peut-être très surprenants. On va voir ce qui peut se passer. Alors moi, je dirais un mot, c'est que très souvent, dans les élections municipales, je ne parle pas des grandes villes où les candidats ont des étiquettes et des appartenances assez précises, mais dans les 3/4 des villes moyennes et petites, ce sont des listes sans étiquette, avec des maires sans étiquette, mais sur ces listes se rassemblent des gens d'obédience politique, d'appartenance politique assez différentes. Là, nous allons assister, me semble-t-il, à une guerre de tranchées entre le PS et la France Insoumise. La France Insoumise ayant bien l'intention d'affaiblir les positions du PS par tous les moyens, et bien l'intention de conquérir des villes ou de prendre position dans des villes qui sont actuellement détenues par le PS. La tension qui est montée ces dernières semaines entre le PS et la France Insoumise va se traduire pour ces élections municipales. Et je pense que c'est à partir de la carte des municipales que se dessineront les tendances de la présidentielle. Mais la France Insoumise a bien l'intention de faire la peau, partout où elle le fera, au PS. Quant à la droite et à l'extrême droite, alors là, je pense qu'il y a une partie de la droite dite républicaine qui est tout à fait tentée pour faire des accords avec l'extrême droite, tout à fait décidée et au-delà même des municipales, et qui va le faire. Mais ça ne se verra pas non plus toujours, parce que sur ces listes, on verra des gens que vous et moi, on ne connaît pas forcément, mais qui viendront soit des rangs du Rassemblement national, soit des rangs d'Éric Ciotti, soit des rangs de la droite. Et tout ce petit monde-là va cohabiter très gentiment. Et ceux qui résistent, parce qu'il y a une partie de LR aujourd'hui qui dit non, nous on ne veut pas d'alliance, je crains que sur le terrain, ils se disent bon qu'est-ce que je veux moi, sauver ma mairie, sauver ma majorité, garder mon poste et peut-être prendre sur ma liste quelques rassemblements nationaux, et je crains qu'ils ne le fassent. Il y a eu beaucoup d'appels du pied des deux côtés ces temps-ci qui ont reçu un écho plutôt favorable. Donc les cartes vont se brouiller ou se préciser selon les appréciations de chacun, et ça sera très intéressant de voir quelles vont être les lignes de jonction entre les uns ou les autres. Oui, alors je pense que sur la question de l'alliance, de l'union des droites sur des listes municipales, j'ai pour l'instant un petit peu du mal à voir concrètement comment ça se fait. Moi, je pense qu'il va y avoir peut-être des désistements, ou en tout cas des gens qui vont se désister, en tout cas pour à droite, par exemple, prenant le risque de faire élire un maire du Rassemblement national, plutôt que de voir gagner la gauche. On aura beaucoup de ce cas de figure. Après, des listes d'union qui partiraient ensemble, je pense pas. Après, dans les petites villes, ça se voit pas. Ouais, dans les petites villes, ça se voit pas. Voilà. De toute façon, souvent, on a des listes qui sont sans étiquette, donc, qui veut dire déjà souvent plutôt
à droite, sur l'absence d'étiquette rangeant plutôt de ce côté-là de l'échiquier politique. Mais par exemple, je pense à Marseille. On a un sondage qui a été fait par Cluster 17 là, récemment pour Politico, où on voit en fait quand même les 4 grandes forces. Donc Benoît Payan, qui donc est le maire actuel socialiste, à 30%, Franck Alizio, donc son rival du Rassemblement national, à 29%, Martine Vassal, donc la candidate des LR, qui est à 24%, je crois de mémoire, et Sébastien Delogu, qui est de la France Insoumise et qui est à 16%. Et donc là, on voit bien, si jamais... Là, tout le monde peut se maintenir pour un second tour. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que si tout le monde se maintient, effectivement, et que d'ailleurs, si Martine Vassal se désistait, permettrait peut-être, mais pas sûr non plus, de faire gagner le RN, parce que certains de ses électeurs ne voudraient peut-être pas, surtout dans une ville comme Marseille, où le Front républicain peut-être encore marcher par rapport à d'autres villes. On n'a quand même pas... Donc c'est quelque chose d'assez ouvert. En tout cas, c'est sûr qu'en se maintenant, Sébastien Delogu fait perdre des voix à Benoît Payan. Donc voilà, toutes ces configurations, je pense que ça va être extrêmement intéressant de voir quelles vont être les attitudes des uns et des autres, et ça présagera effectivement des alliances qui pourront se passer de manière, je dirais, encore plus éclatante pour les élections législatives. La carte des Mucignol servira de point de départ aux tractations pour 2027. Ouais. 17h45, passé de 46 secondes. C'est l'heure où je pense qu'Aurore Malval va nous quitter. Sauf à être très très en retard. Merci beaucoup, Aurore Malval, grand reporter à Marianne, qui nous quitte 14 minutes plus tôt prévu. Merci de ne pas avoir annulé ta venue avec le chat en restant. Virginie Leguet, on reste ensemble évidemment. Allez. Si on finit un petit peu plus tôt cette première partie, parce qu'on on a encore ensemble évidemment jusqu'à 19h, on parlait du Venezuela après. Nous avions convenu tous les deux de parler de crise de confiance, puisque les derniers chiffres du Cevipof, c'est le laboratoire d'études politiques de Sciences Po en gros, montrent que seulement 26% des Français déclarent avoir confiance dans la politique et que 74% expriment une défiance vis-à-vis du système démocratique. Comment on analyse ça, Virginie ? Je crois que c'est pas très dur à analyser. C'est quoi ce ras-le-bol qui est très inquiétant, puisque Pardon, je t'ai coupé. Non, il suffit de voir ce qui se passe depuis la dissolution de 2023. Il suffit de voir le spectacle que donne cette classe politique, les parlementaires, la confusion, les arrière-pensées, les calculs. En fait, il y a un mot qui a totalement disparu, je trouve, du raisonnement de nos hommes politiques, c'est quel est l'intérêt général, quel est l'intérêt des Français, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. C'est pas du tout la question qu'ils se posent. La question qu'ils se posent, c'est qu'est-ce que je peux faire pour éviter la dissolution, c'est-à-dire garder mon poste, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir une petite victoire, mais après, surtout pas voter le budget, parce que je veux pas le voter, c'est vraiment un budget qui me répugne, parce que moi je suis bien à gauche et eux ils sont bien à droite, et ainsi de suite. On peut prendre ces exemples-là dans quasiment tous les sens, et je pense que pour les Français c'est quelque chose d'extrêmement décourageant de voir que dans le fond on les oublie, on ne les prend absolument pas en considération, on parle de sujets qui ne sont pas leur sujet quotidien. Le sujet qui revient numéro 1 dans tous les sondages, c'est le niveau de vie, c'est comment je fais pour boucler mes fins de mois, comment je fais avec mon salaire, comment vont être mes impôts, qu'est-ce que vous allez changer pour moi dans le bon sens. Et en fait, ce ne sont jamais les questions que se posent les élus. Et pourtant, je le rappelle, ce sont les élus qui ont été élus par les Français. Donc il y a là une cassure, je trouve, très profonde entre les élus et les Français. Et je me souviens d'un sondage, alors j'ai oublié dans quel institut de sondage il a été fait, où les Français se disaient même humiliés par le spectacle que donne cette classe politique. Et moi, ce que je crains plus que tout, parce que c'est vraiment quelque chose que je redoute, c'est que ces sentiments variés de colère, de défiance, d'humiliation, conduisent à des votes extrêmes et conduisent à des votes que les Français, dans le fond, ne sont pas toujours prêts à faire, mais qu'ils pourraient le faire dans un grand élan de rage, de colère ou de sentiment d'être complètement oubliés, écartés, méprisés, et que là, oui, ça peut donner lieu à quelque chose qui serait terrible pour notre système démocratique. Et je dirais un dernier mot sur les Français. Ils ont été jusqu'à maintenant, je trouve, extrêmement résilients.
C'est-à-dire que la classe politique s'est pas toujours montrée très attentive à eux. Elle a semblé vraiment tourner sur elle-même comme des chevaux dans un manège. Et pourtant, quand il s'est agi de faire marcher le barrage républicain, les Français l'ont fait marcher bravement, courageusement, parce qu'ils estimaient qu'ils ne voulaient pas dans leur pays voir une extrême droite, parce que c'est ça dont il s'agit, arriver au pouvoir. Mais là, peut-être que les choses sont allées trop loin, qu'on s'est trop peu occupé d'eux. D'ailleurs, je ne vois plus jamais nos élus parler sur le terrain, labourer comme on faisait avant, comme faisaient avant les grandes formations politiques qui ont été le RPR ou le PS. Il y avait beaucoup d'élus qui partaient sur le terrain, en campagne, voir les députés, parler avec eux. Pardon, quand ils étaient députés, aller dans leur circonscription. Là, on a l'impression qu'ils y vont par obligation, ils vont faire les inaugurations, ils vont couper les rubans. Mais je ne suis pas sûre qu'ils entendent réellement ce que leur disent leurs administrés. Et ça, c'est terrible parce que ça crée une France qui se sent totalement trahie et qui ne croit plus qu'elle a bien fait de voter à gauche quand elle a voté à gauche, qu'elle a bien fait de voter à droite quand elle a voté à droite. Le grand refrain qu'on entend tout le temps, c'est « Ah, mais le Rassemblement national, puisqu'il s'appelle comme ça aujourd'hui, au moins on l'a pas essayé. Les autres, on les a essayés, ils nous ont déçus, ils nous ont menti, ils nous ont trahis. Le Rassemblement national, on l'a pas essayé. Eh ben, c'est grave. D'en arriver là, c'est grave, mais la responsabilité, elle en est largement imputable aux élus d'aujourd'hui. C'est comme dans le chat, en tuant la confiance dans le système démocratique, qu'on peut justifier plus facilement la sortie du système démocratique, comme ce qui se passe aux États-Unis. Je n'ai pas l'impression que les macronistes soient des grands démocrates. J'ai eu la fin de ton commentaire, Siscom, mais je n'ai pas l'impression qu'ils la défendent contre les attaques de la sphère de Bolloré. C'est un autre sujet. Ce qui m'emmène, en tout cas, sur le tuer la confiance dans le système démocratique, dans le même baromètre Cevipof, ce baromètre indique que 41% des Français se disent prêts à un pouvoir fort, sans parlement ni élection, ce qui illustre une sorte de démocratie de défiance. Qu'est-ce que ça nous révèle sur l'état de la citoyenneté, sur l'attrait donc pour des formes non libérales de gouvernance ? Ce que tu avais un petit peu évoqué là. Oui, alors je dirais un mot sur Emmanuel Macron, qui vraiment, pour moi, est très responsable de cette situation. Pendant son premier quinquennat, et là on ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui en 2025, mais de ce qui s'est passé entre 2017 et 2022, Emmanuel Macron ne s'est adressé qu'au Front National, qui à l'époque s'appelait encore Front National. Les autres familles politiques, il les a passées par pertes et profits, considérant qu'elles n'existaient plus, que c'était juste de la roupie de Sansonnette, et c'était genre, c'est moi ou le chaos, c'est moi ou le chaos. Sous-entendu, le chaos, ça sera l'extrême droite, mais ça sera moi. Résultat des courses, il a été réélu en 2022, et il n'a même pas pris la peine de faire campagne. Résultat des courses aussi, c'est que à peine élu, les Français ne lui ont pas donné la majorité à l'Assemblée nationale, il n'a absolument pas tenu compte de cet avertissement. Donc, Emmanuel Macron, quoi qu'il dise, et quelle que soit la façon dont il se raconte, porte une très lourde responsabilité dans la façon qu'il a eu d'installer le Rassemblement national, pardon, le Front National à l'époque, en 2017, de cette façon-là dans la scène politique. Le Rassemblement national n'a jamais été aussi haut aujourd'hui, et il en est largement responsable. On n'a pas essayé de boire du cyanure, dit The Gentleman. Non, ne le faites pas. Ne le faites pas, c'est pas bien. Et puis ça peut tuer. Gentleman qui dit on n'a pas essayé non plus l'anarchisme, pourquoi pas. La décision de dissoudre l'Assemblée nationale a été identifiée comme une sorte de facteur d'accélération du malaise. Hein. Oui. Est-ce que c'est pas plus ancien en réalité ? Le malaise ? Oui. Même là, j'ai... Parce que le baromètre du Cevipof, en fait, les chiffres montent toujours, mais il est plus ancien, je pense, que la dernière dissolution. Et il montrait déjà les prémices. La défiance, elle a toujours existé. La défiance envers la classe politique, la défiance envers les journalistes, la défiance envers... c'est un sentiment que les Français éprouvent assez facilement depuis longtemps. Et il faut peut-être reconnaître que la classe politique ou les journalistes ont tendance à se parler entre eux ou à parler un peu dans un vase clos. Là, oui, ça s'est beaucoup accéléré et encore, je le redis, les Français ont été très résilients. Moi, je me souviens du barrage républicain qui a eu lieu au deuxième tour après la dissolution. Franchement, les Français ont été admirables. D'autres auraient pu céder à leurs instincts profonds qui étaient de tout envoyer balader et de voter pour ceux de leurs candidats. Et c'était souvent le candidat du Rassemblement national qui était dans des fortes positions. Et les résultats auraient été encore un peu différents pour le Rassemblement national. Ils ont résisté et ils se sont reportés là où on leur demandait
demandait de se reporter sans trop discuter. Mais je crains que ça ne se refasse plus et qu'ils ont été un peu écœurés de voir ce qui s'est passé après ce barrage républicain qui a été assez vertueux. Et ils ont été assez écœurés de voir que cette classe politique qui avait survécu partiellement grâce à eux, ne leur était reconnaissante de rien et faisait ces petites affaires à l'Assemblée nationale comme si de rien n'était, d'une façon totalement improductive, inattentive et confuse. Siscom, on aimerait bien un peu plus de concorde, on a l'impression que tout le monde est énervé, tout le monde est sur les nerfs, et plutôt que d'essayer de rassembler, ce sommet divise toujours plus, c'est fatigant. Tu parlais du monde médiatique, je parle donc à la journaliste, et puis tu as plus de bouteilles que moi, Virginie, même si j'en ai un petit peu. Qu'est-ce qu'on a mal fait ? Si on doit faire l'autocritique, nous les journalistes, et pourquoi les gens nous aiment moins ? Je pense que les Français ont l'impression qu'on tourne en rond, qu'on forme une caste de nantis avec la classe politique, qu'il y a trop de connivence et qu'en dehors de cette connivence, on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs et que finalement, on tourne sans eux. Je voudrais quand même dire, moi je suis journaliste depuis longtemps, c'est un métier que j'aime passionnément, je voudrais quand même dire que ce métier de journaliste, puisque je le connais, je le pratique, et la plupart du temps fait par des journalistes extrêmement intègres, qui ne pactisent pas, ne copinent pas avec la classe politique, et ne passent pas leur temps à déjeuner ou dîner avec eux. Certes, il y en a certains qui le font, mais la plupart ne le font pas, et ils essayent de bien faire leur travail. Mais je reconnais qu'il peut y avoir beaucoup de confusion, et moi-même, je me souviens d'avoir été très choquée, surprise de voir le nombre de femmes politiques journalistes qui épousaient des hommes politiques ou qui vivaient avec eux depuis, il y a 30 ans ou 40 ans. Je trouvais toujours ça sidérant, et je me souviens de nos confrères anglo-saxons qui regardaient ça les yeux écarquillés, et qui regardaient Anne Sinclair, Christine Ockrent, Catherine Ney, je pourrais en citer encore plein, qui, tout d'un coup, vivaient avec des hommes politiques. En continuant leur métier, donc. Hein. Et là, il y a là des liaisons qui sont improbables, qui mélangent un peu tous les intérêts et qui ne sont pas très saines pour le métier de journaliste que nous faisons. Mais si on fait une liste, la liste est très très longue, elle existe encore aujourd'hui. Mais voilà, bon, je ne vais pas passer mon temps à dénoncer tout le monde, mais ce sont des exemples qui sont connus. Et c'est dommage, parce que ça nuit à l'ensemble de notre métier, ça nuit à la façon dont la plupart des journalistes essayent de le faire, qui est une façon assez propre, assez nette, mais ça donne une impression, de connivence, d'intérêt partagé, ce qui n'est la plupart du temps pas le cas, je le dis bien, la plupart du temps. 17h57, c'est bientôt l'heure de nous quitter, Virginie. Voilà. Je te laisse le mot de la fin ou le mot de la suite ou le mot de ce que tu veux. Alors, je voulais dire à nos auditeurs que je connais un peu de nom. Surtout, ne vous découragez pas. Dites-vous bien que vous avez encore les urnes pour vous prononcer. Essayez de vous prononcer sans colère, parce que la colère qui tout d'un coup vous envahit et vous déborde peut vous amener à faire des votes que vous regrettez par la suite. Merci Virginie Leguet, 17h57, 15 secondes. C'était les conseils de Vivi. Les conseils de Vivi, 17h57, 20 secondes. Merci aussi Aurore Malval qui n'est pas là, mais qui m'entend certainement avec son iPhone. Merci d'avoir répondu aux questions du chat. Merci pour cette heure dense et passionnante. Dans le chat, vous restez avec nous. On fait une courte pause, on fait quelques minutes de pause pour accueillir nos deux prochains invités. Jusqu'à 19h, on va parler Amérique du Sud, Venezuela, très gros porte-avions américain. On va parler narcotrafic. On va parler Trump, exécution extrajudiciaire et ingérence américaine. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite. « 18h03 dans le talk de France Info. Merci d'avoir patienté. On file en Amérique du Sud ou au Venezuela. Les récents développements ne sont plus simplement nationaux, mais semblent cristalliser les tensions entre Washington et l'hémisphère latino-américain. Le Venezuela, qui par la voix de son président Nicolás Maduro, accuse les États-Unis d'agression militaire, tandis que le président Donald Trump durcit les sanctions, déploie des gros navires dans les Caraïbes en invoquant la guerre contre le narcotrafic. Nouveau front, nouveau paradigme, nouvelle question. Et deux invités justement pour y répondre. Bonsoir, James Guy Moukefi. Salut James.
Bonsoir Ludovic. Tu es juriste au service des relations internationales de la Cour de cassation. Tu es par ailleurs franco-américain et enseignant à Sciences Po à tes côtés. Kevin Partenay, pardon. Bonsoir Kevin. Bonsoir Ludovic. Vous êtes professeur agrégé de sciences politiques à l'Université de Tours. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes par ailleurs aussi enseignant à Sciences Po, le plus grand porte-avions du monde. Il est américain évidemment. L'USS Gerald R. Ford de la flotte des États-Unis est arrivé mardi au large des côtes vénézuéliennes. Caracas s'est rapproché de Moscou avec l'envoi de systèmes de défense aérienne. C'est du cinéma tout ça ou ça ressemble aux prémices d'un vrai conflit armé ? Alors non, c'est pas les prémices d'un vrai conflit armé. Il y a quand même très peu de probabilité qu'il y ait une intervention militaire sur le terrain latino-américain. Néanmoins, c'est une contextualisation sur un terrain latino-américain bien connu de Trump, un scénario de menace pour pouvoir peser de tout son poids sur le régime, essayer de déstabiliser son président, Nicolás Maduro, ce qu'il essaye de faire depuis son premier mandat, il ne faut pas l'oublier, c'est pas quelque chose de neuf, ce que les États-Unis font au Venezuela aujourd'hui. Mais ce qu'on voit, c'est que sous ce second mandat de Trump, il y a une sorte de décomplexion généralisée, de désinhibition de la puissance, ou comme vous le dites justement, des navires qui s'approchent du pays, des menaces verbales, des actes de force. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau dans ce second mandat. Je dirais qu'il y a surtout le caractère de l'escalation de l'intervention militaire. Vous l'avez dit, Ludovic, il y avait déjà 8 navires en place, un sous-marin nucléaire, maintenant 5000 autres soldats américains qui arrivent dans la région. Parce qu'il y a un porte-avions, c'est pas que un porte-avions. C'est un porte-avions avec des avions dessus, chargés de choses qui font mal. C'est aussi des destroyers à côté. Enfin, c'est un armada, en fait. On projette dans un... 15 000 soldats américains. Et sur la question de est-ce que c'est un conflit armé, ou la menace d'un conflit armé, il est important de rappeler, je trouve, que pour l'administration américaine, pour la Maison-Blanche, la position officielle, c'est qu'il se trouve déjà dans un conflit armé, dans une guerre. La rhétorique est une guerre contre les narcotrafiquants. Et une guerre contre le terrorisme. L'emploi justement de cette question de terrorisme est fondamental, parce que d'un point de vue juridique, c'est ce qui est utilisé, en tout cas par Trump. Je me permets de vous couper. Dans le chat, justement, il y a Stéphane qui nous dit, et avant Trump, Maduro, c'était de façon Bush et Chavez. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a une continuité, de toute façon, dans cette tension entre le Venezuela, qui, on pourra l'expliquer, on y reviendra, mais qui possède beaucoup de ressources énergétiques, donc le nerf de la guerre est quand même là. Beaucoup de pétrole, le Venezuela. Beaucoup de pétrole, exactement. C'est le pays qui dispose du plus large et plus grand nombre en volume de ressources pétrolières. Mais pour revenir au premier point, ce terme de terrorisme est vraiment utilisé comme une justification pour les frappes stratégiques qui sont faites sur ces fameux navires qui sont supposément à transporter des ressources illicites, de la drogue, cocaïne, fentanyl, qui ont été donc pilonnés par les autorités américaines. Et justement, cette question du terrorisme est utilisée pour justifier ça. Sur le plan du droit international et du droit notamment américain, surtout américain, on utilise ce terme pour pouvoir justifier les frappes. Puisque au regard du droit international, en dehors du terrorisme, avec l'absence de preuves qui sont données par l'administration états-unienne, on est quand même plus qu'à la limite de la légalité internationale, voire même dans des situations de violation du droit international, puisque des frappes stratégiques, sans apporter de preuves sur le fait qu'ils aient de la drogue sur le bateau, sans que les personnes qui conduisent ce genre de navire soient armées, ni sans sommation avant de frapper, tout ça, ce sont des violations de droit international. Il semble par ailleurs que la route du fentanyl, c'est plutôt par voie terrestre et plutôt par le Mexique. Exactement, qui plus est. Donc, il y a absolument une mutation juridique de l'argument. On est passé du narcotrafic qui était considéré depuis toujours comme un crime. La répression du crime passe par une logique de law enforcement. On enquête, on arrête et on juge. Et maintenant, on passe de cette logique de répression à une logique de guerre où on cible, on intercepte et on tue. Vous l'avez dit, et je vous rejoins, la qualification unilatérale de ces gangs de trafiquants comme étant des terroristes ne permet pas, au niveau international, automatiquement un blanc-seing pour tuer. Même en droit interne, ce n'est pas l'utilisation de cette faculté juridique. Qualifier une organisation de terroriste pour les Américains, en droit américain, ça permet de geler leurs avoirs et ça permet de criminaliser tout soutien qui serait apporté à ces organisations. La Maison-Blanche, l'administration de Trump, déclare que ça les autorise
exécuter des frappes létales. Et vous avez raison d'évoquer cette question de droit international, qu'on on sort du cadre juridique et on entend des voix, même des alliés américains, commencer à s'étonner de ça, de s'inquiéter. Le ministre des Affaires étrangères français, hier, l'a dit on sortait du cadre juridique international, ce qui est une critique assez forte d'un allié historique et aussi proche que la France. Kevin ? Oui, donc, tout à fait. Il y a un vrai jeu aujourd'hui vis-à-vis du droit international et qui crée une tension qui va au-delà du Venezuela et même des États-Unis. On est quand même dans un ordre, on est face à un ordre international qui est aujourd'hui en pleine recomposition. C'est pas que la situation des États-Unis, du Venezuela, mais par le fait de leaders politiques, de poids, populistes ou non, conservateurs ou non, libéraux ou illibéraux. On a des questionnements justement de la légitimité de l'application du droit international, toujours plus remise en question. On le voit en Europe, mais on le voit aussi sur ces terrains-là. Et je trouve que c'est un signe assez inquiétant dans cette dynamique justement de recomposition de l'ordre international, de déliquescence du droit, de ce qui nous protège justement dans les relations entre les nations. Là, quand on voit que le président Trump parvient à déclencher des frappes létales sur des navires où on n'a pas de preuves. Peut-être que la CIA ou les services secrets états-uniens en ont, et on le découvrira plus tard quand les archives seront déclassifiées, mais en l'état, publiquement, on ne sait pas. Donc, en l'état, c'est une violation du droit international. Et ces signaux-là sont très inquiétants, parce qu'une grande puissance qui peut s'affranchir aussi facilement du droit international, ça peut contribuer à déstabiliser là, maintenant, le Venezuela, mais demain, pourquoi pas tel autre pays, puis un autre, et déstabiliser des régions entières et fragiliser le système international dans son ensemble. Donc je crois que c'est aussi ça le sujet dont on parle. Je vous rejoins tout à fait sur ce point. Sur le droit international, il y a aussi une utilisation étonnante, pour ne pas dire de mauvaise foi, du concept de légitime défense. Les Américains estiment qu'en se protégeant ainsi, ils utilisent leur droit reconnu en droit international de se protéger, de se défendre contre une menace. Qui serait quoi la menace Alors, la position américaine, vous avez raison de poser la question, merci, c'est d'abord qu'ils se défendent contre les overdoses. Il y a plus de 100 000 Américains qui meurent chaque année d'overdoses liées à des substances, notamment le fentanyl, les opiacés, la famille des opiacés, mais aussi la cocaïne. Mais vous l'avez bien dit, Ludovic, le fentanyl passe surtout par le Mexique et aussi un peu le Canada, comme ça a été reconnu par l'ancien Premier ministre. Mais donc, on a du mal à comprendre cet argument de légitime défense d'un point de vue de droit international. Mais j'irai encore plus loin que la question de droit international, c'est que la Maison-Blanche, aujourd'hui, estime que même le droit interne n'est pas une contrainte et n'a pas de force contraignante sur le pouvoir exécutif. Et ça, c'est quelque chose qui doit inquiéter, doit interpeller. On a le président des États-Unis qui dit qu'il ne se sent pas obligé de respecter la Constitution. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'il ne respecte pas les procédures. Vous avez évoqué la possibilité de preuve, de justification qui autoriserait ces frappes létales. Très bien, vous ne les partagez pas avec la population, c'est pas avec la presse, mais le Sénat, le Congrès a le droit d'avoir, et c'est la procédure prévoit que lors d'un conflit armé, le président doit rendre des comptes au Congrès, donc le règlement du Parlement, et qu'au bout de 60 jours, les conflits armés doivent toucher à leur fin s'il n'y a pas eu d'autorisation de la part du Congrès. Donc le Congrès, aussi bien les républicains que les démocrates s'inquiètent, ça c'est très nouveau d'entendre une inquiétude bipartisane de la légitimité de ces frappes, alors qu'on sait que les républicains soutiennent normalement absolument le président actuel. On a l'absence, eux, ils n'ont pas droit accès aux informations pour remplir leur travail. Et il y a un autre point important, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est qu'il commence à y avoir aussi de la contestation donc en interne, vis-à-vis de cette remise en question de la stabilité du droit aussi au sein du pays, puisqu'on a vu la démission il y a quelques semaines maintenant, quelques jours, d'Elwyn Osley, qui était un chef d'état-major, très haut gradé, général 4 étoiles, qui occupait justement la zone caribéenne, là où se passent toutes ces frappes stratégiques, toute cette incertitude là sur le plan de la légalité. Et on voit ce général 4 étoiles qui est censé conduire toutes ces opérations, qui démissionne
alors qu'il venait d'être nommé, il venait de tout juste réaliser 1 année de son mandat, et normalement il devait continuer sur plusieurs années, il démissionne. Ce qui dit quand même beaucoup sur le fait que les rangs en interne commencent à se desserrer un peu, et que voilà, même au sein de l'armée, il commence à y avoir des dissensions, des remises en question, des questionnements. Et ça préfigure peut-être un renforcement de ces critiques en interne si le président Trump continue à s'asseoir copieusement sur le droit interne et international. Siscom dans le chat, tu as une question pour le monsieur en veste verte. La question est aussi pour vous, Kevin, bien sûr. Est-ce que c'est une rhétorique de légitime défense ou est-ce que c'est une rhétorique d'espace vital? Vous avez 2 heures, James. D'espace vital, alors, vous voulez dire sur le... Tu peux repréciser ta question, Siscom, qui est... Je voudrais être sûr de bien répondre. Éthéré. Mais peut-être c'est moi qui la comprends mal. Mais on sait que déjà, l'Amérique a un territoire extrêmement important et des côtes très étendues, avec une garde côtière qui est censée justement apporter une protection policière. Cette répression que j'évoquais, arrêtée pour permettre le procès équitable avec un juge, ce que l'armée ne fait pas en temps de guerre. On sort de ce cadre. Et vous avez évoqué cet amiral démissionnaire qui avait la tête de ce Southcom, qui est une sorte de protection militaire, mais pas à des fins de guerre, mais plutôt de law enforcement, d'aide humanitaire, médicale, sécuritaire. Dans la région, je ne sais plus combien de pays sont concernés, mais c'est une logique de coopération avec les pays d'Amérique latine, alors que là, on sort complètement de cette logique de coopération, de multilatéralisme, voire de bilatéralisme. Là, c'est les Américains qui agissent de manière unilatérale, peu importe si que ça plaise ou pas aux alliés. Est-ce que c'est la fin du multilatéralisme justement ? Non, c'est une excellente question et vaste question. Là aussi, il faudrait plusieurs heures pour y répondre. C'est ce que Donald Trump donne à voir, en tout cas. Lui, clairement, n'a pas l'intention du tout de miser, de compter sur le multilatéralisme. Comme vous l'avez dit, justement, c'est le pari du retour de l'unilatéralisme, et même radical, c'est-à-dire l'usage de la force. Et ça contourne évidemment copieusement toutes les institutions onusiennes, multilatérales, comme Bush l'avait fait en son temps. Hein. L'invasion en Irak 2003, c'est en dépit d'une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Trump, clairement, se retire de tous les accords multilatéraux, climatiques et autres, se désengage financièrement. Donc c'est effectivement un coup au multilatéralisme. Mais il faut quand même toujours rappeler que dans le multilatéralisme, il n'y a pas que les États-Unis. Aussi puissants soient-ils, c'est quand même 193 États et dont beaucoup comptent véritablement sur ce levier stratégique pour pouvoir promouvoir du droit, pour pouvoir promouvoir des normes à l'échelle internationale. Et ça compte. Alors c'est vrai qu'on a tendance à le minimiser parce qu'il y a beaucoup de leaders populistes, conservateurs ou libéraux qui remettent en question la vertu du multilatéralisme, qui critiquent l'inefficacité ou l'illégitimité des instances onusiennes. Malgré tout, ça continue encore aujourd'hui à être ce qui structure notre monde. Et ça définit, c'est ces instances-là qui définissent les règles que l'on utilise au quotidien, que les États utilisent au quotidien. Donc, fin du multilatéralisme, non. Contexte un peu de fragilité, oui, ça, il n'y a pas aucun doute là-dessus, mais Trump finira son mandat, il y aura d'autres présidents, et le multilatéralisme ne fait que mourir, il faut toujours le rappeler, ne fait que mourir depuis le 19e siècle. Il est toujours là. Je suis tout à fait d'accord, je rajouterais que, voilà, vous l'avez évoqué, le George W. Bush, qui ne se préoccupait pas de l'avis de la communauté internationale pour les invasions d'Afghanistan et d'Irak, mais surtout d'Irak. Ce dont on témoigne aujourd'hui est une radicalisation de la rhétorique, du discours. Il est assez étonnant d'entendre le vice-président des États-Unis face à la dénonciation de ces war crimes, pour reprendre le crime de guerre aux fonctionnaires des Nations Unies, qualifiant ces frappes létales de war crimes, dire « I don't give a shit what you call it ». J'en ai rien à cirer de comment vous nommez ces frappes. C'était inimaginable il y a 23 ans avec Bush, mais nous voilà. Cette remise en question, cette défiance envers le multilatéralisme et la communauté internationale, vous avez absolument raison de le souligner, va souvent être évoqué, va être communiqué par des partis plutôt populistes, et Trump s'inscrit dans cette lignée, et ça va souvent de pair avec une autre défiance
tout aussi dangereuse et qu'on voit aussi dans ce cas des frappes létales sur les narcotrafiquants, présumés narcotrafiquants, c'est la défiance envers l'état de droit, sur le cadre international ou national. Et là, Trump coche les 2 cases. Les normes internationales n'existent pas pour la Maison-Blanche et le droit américain, la Constitution, ses obligations légales pour la Maison-Blanche envers les autres institutions n'existent pas non plus. Et ça, c'est quelque chose qui, pour n'importe quel juriste, est absolument glaçant et qu'on voit est présent dans beaucoup de pays, pas seulement les États-Unis. Tout à fait. Stéphane Caldan, dans le chat, dit « Étrangement, Donald Trump a fait sa crise après que Exxon se soit fait virer du Venezuela. Pour le pétrole, mais pas pour leur marché, juste pour leur marché mondial, mais c'est un élément parmi d'autres. » On parle beaucoup du pétrole, évidemment. Gentleman dit « Est-ce que c'est vraiment lié au pétrole ? Les États-Unis sont autosuffisants. » La question du pétrole, Kevin. Elle est fondamentale. Pour rebondir sur une autre question qui était posée tout à l'heure, c'est moins un enjeu d'espace vital, on peut le formuler, mais que d'intérêts nationaux, d'intérêts stratégiques. En matière d'approvisionnement pétrolier, c'est absolument fondamental. On le disait, le Venezuela est le pays qui a le plus de réserves pétrolières. Dans la zone, plus largement, au-delà de l'Amérique latine, c'est un stock de réserves qui est considérable, de gaz au Brésil par exemple, mais aussi de pétrole. L'Équateur, également, grosse réserve pétrolière. Et naturellement, c'est une réserve stratégique pour les États-Unis qui, historiquement, a cherché à être sécurisée pour cela et qui continue à l'être. On a vu par exemple, dans les toutes premières crispations qu'il y a eu entre les États-Unis et le Venezuela, l'arrêt des relations diplomatiques, la sortie du pays des États-Unis en 2018, tous les contrats, toutes les licences pour les entreprises pétrolières s'arrêtaient. Juste après le Covid, la crise pandémique, on voit, sous l'administration Biden, un adoucissement de la relation avec Maduro, parce qu'il y avait quand même un franc besoin de réaccéder à des ressources pétrolières. Donc tout d'un coup, on n'aime pas Maduro, mais on ouvre un tout petit peu la porte parce qu'on veut sécuriser un accès aux ressources pétrolières. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des nouvelles licences qui sont octroyées, donc Exxon qui retourne dans le pays malgré les sanctions, malgré les critiques contre le régime. Et donc on voit bien qu'effectivement, il y a une dimension qui est extrêmement stratégique, que Trump est en train aussi de fabriquer une guerre, dans la mesure où il y a 2 intérêts. Alors il y a la question, on pourra y revenir plus tard, mais il y a la question de la sécurisation des intérêts énergétiques, et puis il y a la question de la Chine. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est sûr que la question du pétrole... Vous pouvez peut-être déflorer un peu quand même ? La question de la Chine, c'était quelque chose de très présent déjà dès le premier mandat de Donald Trump, qui disait, à qui voulait l'entendre, et à tout le monde d'ailleurs, à la Maison-Blanche, qu'il n'en avait absolument rien à faire de l'Amérique latine. En réalité, il s'en préoccupait plutôt pas mal. Souvent, c'était présent dans ses discours. Il a beaucoup tapé sur le Venezuela et d'autres pays, parce que sa marotte était de lutter contre l'extension de la présence chinoise dans la région, qui profitait justement de régimes qui étaient fragilisés et qu'il finançait justement par des prêts. Si Maduro est toujours au pouvoir, je crois qu'on peut très clairement dire aujourd'hui que c'est grâce aux prêts et au financement de la Chine pendant un certain nombre d'années. Ça, pour Trump, c'est pas acceptable. Il se reconnecte avec l'ancienne doctrine Monroe de 1823. Expliquez peut-être en un mot ce qu'est la doctrine Monroe. Où c'est l'Amérique aux Américains. C'est l'espace qui doit être contrôlé, dominé, réservé à l'hégémonie des États-Unis. Et aucune présence étrangère n'est acceptable. Et à ce titre-là, le fait que la Chine étende sa présence était un repoussoir, comme le communisme à l'époque pour les précédents présidents états-uniens. Et pendant son premier mandat, on voyait que c'était la ligne rouge. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, puisque la Chine est toujours présente, elle continue à faire des affaires, à étendre sa présence économique. Et ça, encore une fois, pour Trump 2, ce n'est toujours pas acceptable. James ? Non, j'ai rien à ajouter sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Les Chinois, Nicolas Maduro a fait appel visiblement à Vladimir Poutine aussi. Oui. Les liens entre le Venezuela et la Fédération de Russie sont des liens très forts. Poutine dépend de Maduro, Maduro dépend de Poutine. Oui, parce que le Venezuela a réussi... Je fais peut-être un raccourci, mais c'est un peu... Non, mais c'est vrai. Et le Venezuela a réussi à diversifier un peu, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on va dire. S'il a largement bénéficié des prêts financiers et de l'appui économique de la Chine pour sauver le régime, en termes d'armement, c'est plutôt le partenariat avec la Russie qui a pesé. Et en l'occurrence, on voit beaucoup aujourd'hui la Russie qui envoie de l'armement au Venezuela. Il y a quelques jours, il y a un avion cargo qui est arrivé au Venezuela avec des dizaines de tonnes de matériel militaire. 50 tonnes. 50 tonnes, voilà, en capacité totale disponible. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui arrive vraiment sur le sol. Mais le fait est que la Russie fournit beaucoup d'armement, et ça, c'est dans la lecture, dans la scénarisation du conflit tel qu'il est construit aujourd'hui, c'est pour résister à une éventuelle hypothétique intervention des États-Unis.
Bon, il y a une escalade. Hein. Ça relève un peu du théâtre quand même, tout ça? Bien sûr, comme ça a été pendant la guerre froide, c'est-à-dire je te menace, tu me menaces, il y a une escalade comme ça de la violence, mais qui est aussi dangereuse que la réalité objective. Le fait de faire peser une menace d'intervention militaire qui est peu crédible par les États-Unis font que justement la Russie amène des armes sur le terrain. Donc il y a déjà un impact direct. Et puis la Russie, historiquement, a plutôt misé sur ce soutien militaire plus que l'appui financier. Aussi, on sait que les Américains sont présents militairement directement sur le sol vénézuélien. On sait qu'il y a eu des arrestations de personnes présumées être des agents de la CIA. Le gouvernement vénézuélien fait état d'activités clandestines visant à déstabiliser, voire provoquer des attaques sous faux drapeau, on dit, contre les forces américaines dans la région. Donc, tous les ingrédients sont quand même réunis pour mettre feu à la poudre. Et un petit dérapage n'est jamais loin, malheureusement. Donc, c'est assez préoccupant. L'Amérique latine n'est pas un pays, c'est un continent dans lequel il y a des pays, des nations même. Pourquoi les gouvernements latino-américains ne peuvent pas s'unir face à, finalement... Les Américains sont un peu leur ennemi commun, finalement. Je parle plus pour les nations et pour les peuples que pour ceux qui les dirigent. Oui, dans la mesure où c'est une puissance qui peut contraindre, qui peut dominer, qui peut accentuer cette dépendance économique, politique. Oui et non, dans le sens où on a quand même des régimes qui sont très largement alliés des États-Unis, qui se mettent dans leur sillage et qui bénéficient beaucoup de l'appui des États-Unis et qui, pour le dire de manière un peu simple, leur servent la soupe en retour. Donc qui les appuient aux Nations Unies, qui soutiennent tous leurs projets, qui les défendent. C'est le cas des gouvernements, on va dire, les plus à droite aujourd'hui. Le Paraguay, le Costa Rica, c'est le cas, ça a été le cas de Bolsonaro à l'époque au Brésil. Mais pourquoi l'Amérique latine ne peut pas s'unir? Précisément parce qu'aujourd'hui, le continent il est extrêmement fragmenté. Il y a des gouvernements de droite, comme je viens de le dire, mais il y a aussi beaucoup de gouvernements qui sont très très à gauche. La Colombie de Gustavo Petro, le Brésil de Lula, la Bolivie jusqu'à il y a quelques temps. Bref, sont des gouvernements qui n'ont pas les mêmes politiques étrangères, qui n'ont pas les mêmes intérêts, et qui ne voient pas de la même façon la relation avec Washington. Et de ce point de vue-là, c'est très difficile de trouver une réponse commune ou un intérêt commun pour pouvoir formuler une réponse unique. On le voit dans les sommets, on le voit même, alors pas que par rapport aux États-Unis, mais on le voit aussi avec l'Union européenne. Ils ne parlent pas forcément de la même voix. Ça les fragilise parce que c'est quand même historiquement été une des forces de l'Amérique latine, cette capacité souvent à parler d'une seule voix. Et on voit que quand l'Amérique latine est dominée et de plus en plus dépendante, c'est quand elle est fragmentée. Et aujourd'hui, elle est fragmentée, très fragmentée. Il suffit d'écouter Donald Trump pour comprendre très rapidement la considération ou manque de considération qu'il porte pour certains pays. Il a bien compris que c'est un continent fragmenté et qu'on comprend un peu plus le traitement idéologique en fonction de comment il parle ou comment il traite le président de Colombie, comment il va traiter le Venezuela versus comment il va avoir des relations bilatérales ou comment il va être très élogieux au sujet de Milei en Argentine. Exactement. C'est un bon baromètre, je trouve, d'écouter le discours de Donald Trump au sujet de ce continent. Je vous en prie, Kevin. Non, j'allais juste ajouter Milei à qui il donne indirectement de l'argent, pour le coup. Milei, l'Argentin. Le président argentin, qui a bénéficié d'un nouveau prêt du FMI. Bon, on sait bien que ce genre d'institution est aussi très orienté par Washington. Là où Gustavo Petro, le président colombien, qu'il a qualifié de baron de la drogue, pour de multiples tensions entre les deux personnages, qui ont le verbe assez haut quand même tous les deux, se sont vus couper des aides à autour de 400 millions quand même de dollars d'aide états-unienne au pays, parce que voilà, il y a trop d'animosité entre les deux personnalités. C'est même personnel, exactement. Il a fait retirer le visa du président colombien pendant l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà, parce qu'il aurait participé à une manifestation politique à New York. Pour revenir au Venezuela, qu'est-ce qui peut se passer pour Maduro? C'est difficile parce qu'il y a quelques années, sur le même genre d'émission, on disait les heures de Maduro sont comptées. Oui, mais voilà, c'est pour ça que je ne fais pas la suite de ma phrase. Mais... Et j'aurais tendance à dire, encore aujourd'hui, les heures de Maduro sont comptées. Quand même, un gros porte-avions devant, au large, pas de Caracas, mais les côtes vénézuéliennes. Mais c'est vrai que il y a plus de pression qu'avant, quand même. Voilà, c'est ça. Ce qui est indéniable, c'est que la pression n'a peut-être jamais été à ce point forte contre son régime.
La population, alors évidemment... Il n'est pas très aimé quand même, Maduro, par les Vénézuéliens. Non, d'ailleurs, il a perdu les dernières élections, qu'il a fraudé, donc il est toujours au pouvoir, mais il a perdu de loin. Maduro. Exactement, c'est une dictature ou un régime très autoritaire depuis de nombreuses années. Le fait est qu'il se maintient au pouvoir. Il y a une dimension très contre-intuitive. On pense tous que Maduro, le régime, va dévisser dans quelques jours, et il n'en finit pas de ne pas tomber en réalité. Il est soutenu par la Chine, par la Russie, et il est toujours au pouvoir après quasiment 10 ans de fraude électorale et d'occupation du pouvoir illégitime. Donc c'est difficile de prédire ce qui va venir, mais ce que vous dites est juste, c'est-à-dire que la pression n'a jamais été aussi forte, et si ça continue comme ça, je crois que le régime va quand même être sérieusement pris à la gorge. Économiquement, politiquement, sur le plan humanitaire aussi, parce que la population souffre beaucoup. Mais bon, ça, on peut difficilement prédire les événements malgré tout. Vous parlez de la population, Siscom dans le chat. Non, pardon, c'est pas Siscom. Pardon, c'est Gentleman. Salut Gentleman. Merci pour ta question. A-t-on une idée de comment serait la situation pour les Vénézuéliens, pardon, je fatigue, s'il n'y avait pas les sanctions américaines? Je sais pas si vous voulez. Ça ne changerait pas grand-chose parce que les sanctions, en fait, ont ciblé prioritairement des dignitaires du régime, des personnes. Ce n'est pas les entreprises qui ont été pénalisées, ce n'est pas l'administration qui est pénalisée, c'est l'entourage de Maduro, donc les personnes, le ministre des Affaires étrangères, la vice-présidente, lui-même, etc. Donc ça cible ces individus. Ces individus, quelles sont les sanctions? C'est de geler leurs avoirs à l'étranger, par exemple, les empêcher de voyager. C'est ce genre de sanctions-là. Donc là, pour la population, c'est neutre. Il n'y a pas d'effet. Mais ce qui crée des effets absolument vertigineux, c'est le fait de laisser au pouvoir un leader qui est corrompu, qui ne redistribue pas les richesses, qui viole la protection, on va dire, de sa population, qui l'attaque même. Il y a eu des répressions extrêmement violentes, des protestations qui ont été matées dans le sang il y a quelques années. Et donc, c'est ça les effets, plutôt, pour la population, pas les sanctions. Même si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, dans quelle mesure les sanctions commerciales secondaires qui sont imposées par les États-Unis contre les pays qui achètent du pétrole vénézuélien sont-elles une arme diplomatique qui est un peu inédite à l'encontre de Caracas? C'est la première fois qu'on fait ça? Non, c'est des choses qui sont très communes, notamment sur les monarchies pétrolières. C'est des choses qu'on a déjà vues sur le fait de poser des sanctions avec une sorte de jeu à 3 bandes où en fait on va pénaliser une entreprise qui avait une activité dans le pays mais qui n'était pas, on va dire, soit l'exploitant direct ou l'usager direct. En réalité, il y a peu d'entreprises indirectement qui sont touchées parce que ce sont précisément, essentiellement des entreprises états-uniennes qui exploitaient le pétrole. C'est Chevron, c'est Exxon. C'est celle qu'on voit aujourd'hui au large du Guyana, par exemple, qui exploite les nouvelles réserves pétrolières qu'on découvre. Aujourd'hui, si on renvoie à ce schéma que j'évoquais tout à l'heure d'un peu de rivalité entre puissances, c'est pas la Chine qui exploite le pétrole. On n'est pas dans un schéma comme ça où, en fait, par le jeu des bandes, on pénaliserait aussi d'autres entreprises étrangères ou marginalement européennes. C'est essentiellement des entreprises états-uniennes qui sont en ligne de mire ici. On parle parfois de pragmatisme autoritaire. Est-ce que le Venezuela est devenu peut-être le laboratoire de cette nouvelle logique de puissance? J'enlèverais pragmatisme pour juste garder autoritaire, dans la mesure où de pragmatisme, il y a juste un pragmatisme dont l'objectif est le maintien au pouvoir. Donc pragmatique, oui, l'usage de la violence contre sa propre population. Pragmatique, oui, la fraude électorale, violant la démocratie. Pragmatique, s'asseoir sur toute règle de droit. Si c'est le pragmatisme, c'est ça, oui. Mais clairement, c'est surtout de l'autoritarisme, et avant tout de l'autoritarisme. Je ne souhaite pas faire de l'humour, mais je ne sais plus si vous parlez de Maduro ou de M. Trump. Parce que vous cochez toutes les cases. La violation de l'état de droit, les allégations de fraude électorale, la violence contre sa propre population. Je pense que peut-être que M. Trump se sent plutôt un autoritaire pragmatique. Peut-être qu'il est admiratif de certains pouvoirs dont disposent certains dirigeants en Amérique latine. C'est comme nous dit pragmatisme autoritaire, c'est bien euphémisant tout ça. On pourrait appeler les nazis des racistes méthodiques et professionnels, Kevin. Alors, c'est compliqué de rebondir là-dessus. non. Mais je garde le fil de ce pragmatisme, effectivement, sur Trump. Et ce
qui est intéressant, c'est que pour le coup, oui, il y a une logique extrêmement pragmatique dans la mesure où il remilitarise une zone où se trouvent des intérêts stratégiques des États-Unis. Là, en ça, Trump est extrêmement pragmatique. Que je vous le disais, il y a des ressources pétrolières qui ont été redécouvertes récemment au Guyana, qui a changé complètement d'ailleurs la face économique de ce pays. Il y a des nouveaux filons d'exploitation et de ressources, donc de profits à faire. Et je crois que les États-Unis ont très bien compris l'intérêt qu'ils pouvaient en retirer de resécuriser, de réintervenir dans le bassin caribéen, qui n'est pas encore une fois une chose nouvelle. Hein. C'est des choses qu'on a déjà vu beaucoup dans l'histoire. Dans les années 80, le bassin caribéen était considéré vraiment comme la chasse gardée des États-Unis. Il y avait tous les croiseurs, tous les destroyers états-uniens qui naviguaient dans la zone. Et c'était chez eux, ils se sentaient chez eux. Et le SAFSCOM, c'était... Voilà. Parce qu'il y a cette dimension d'intérêt stratégique pétrolier. Et en ça, Trump, il s'assoit sur le droit. Il frappe stratégiquement là où il pense que ça peut le déstabiliser. Le narcotrafic, l'immigration, très bien. Mais il y a une dimension extrêmement pragmatique sur où je place l'intérêt prioritaire des États-Unis. Et je rajouterais, comme vous venez de le dire, que la différence avec la présence militaire de ces navires, qui a commencé en fait, il y a très longtemps, Southcom a plus de 60 ans, si je ne me trompe pas. Je voudrais pas faire une erreur, mais oui, des années 80, des années 90, ces navires militaires américains dans les eaux des Caraïbes, dans l'océan Pacifique, c'était avec l'accord des nations, des États d'Amérique latine. Là, on sort complètement de ce cadre-là. Et l'autre chose que je voulais rajouter, on vient de dire, je crois pour la première fois de l'émission, l'immigration. C'est un argument mis en avant par la Maison-Blanche. C'est la sécurité, c'est la santé, donc la santé sécuritaire sanitaire, contre le trafic de drogue. Ce sont ces gangs qui sont étiquetés comme des terroristes et comme étant extrêmement dangereux pour la population américaine. Mais il y a aussi cette rhétorique autour de l'invasion qui viendrait du Mexique. On veut punir le gouvernement mexicain de n'avoir pas mieux protégé ses frontières. On veut dire au pays que c'est à eux de protéger, que ce n'est pas aux Américains de faire leur travail à leur place de police aux frontières. Et on a eu très récemment, mais vous pourrez mieux en parler que moi, ce changement de statut du Venezuela en droit interne américain, qui n'est plus un pays dangereux. C'est un pays où on peut facilement renvoyer les gens qui étaient peut-être là demandeurs d'asile. Ce qui est intéressant comme petite contradiction de rhétorique, pas juridique, mais uniquement rhétorique, de dire un jour que le Venezuela, c'est un pays stable et sûr, et le lendemain qu'il s'agit d'un pays extrêmement dangereux et il est légitime d'envoyer toute l'armada, comme vous avez dit. Voilà, on le voit hier, le président qui mobilise, je crois, 200 000 soldats vénézuéliens pour se préparer en réponse à ça. Donc, et sa propre population. Qu'il a entrepris de former dans les rues de Caracas et ailleurs pour justement essayer de se préparer au comportement à tenir en cas d'invasion et pouvoir défendre le pays. Ce qui en dit long aussi sur la solidité de l'armée vénézuélienne. Et donc ils sont prêts, les Vénézuéliens faut croire. Hein. Je ne sais pas combien de jours de formation dont ils ont bénéficié, mais non, je pense que sur le sujet de migration, il y a aussi un élément qui est extrêmement important à rappeler s'agissant du Venezuela, c'est... si autant ça représente une menace pour les États-Unis, c'est quand même la dimension sociale qui est en jeu. C'est-à-dire qu'on a parlé de Maduro, on parle de ses actions néfastes depuis un certain nombre d'années. Il faut rappeler ce chiffre. C'est 8 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays depuis 2014, en gros. 8 millions de personnes. Ce qui est vertigineux. Je veux dire, c'est un des flux migratoires les plus importants du court siècle jusqu'à présent, mais de l'histoire contemporaine. Donc ça mérite d'être rappelé parce que ça crée aussi des tensions dans d'autres pays. Mais ça dit beaucoup aussi de la dureté du régime. Dureté pas simplement politique, parce que c'est pas que des réfugiés politiques, c'est pas que de l'exil politique, mais c'est aussi pour des questions socio-économiques. Ça montre très bien à quel point aussi la population vénézuélienne vit mal et vit difficilement aujourd'hui. Syscom, qui pose beaucoup de questions, continue à poser des questions, Syscom. Quel est l'état d'esprit dans les chancelleries des pays d'Amérique latine? Est-ce qu'ils prennent au sérieux les menaces de Donald Trump? Voilà, les chancelleries sont morcelées. Je crois qu'il faut toujours prendre au sérieux Donald Trump dans la mesure où je crois que c'est quelque chose, une leçon apprise de son premier mandat et là du début du deuxième, un peu décomplexé, désinhibé. Tout peut arriver.
même ce qui peut dépasser parfois la fiction. Et je crois que si on veut quand même être prudent, il faut s'attendre à tout venant du président Trump. Au-delà de ce constat, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de précautions dans la mesure où un certain nombre d'États, s'ils sont en désaccord profond politiquement, eux sont pragmatiques aussi et essayent de ménager leurs intérêts. Ce serait du suicide que d'insulter Trump et les États-Unis et de se voir perdre tous les aides, tous les soutiens. On a des structures économiques dans les États latino-américains qui dépendent toujours beaucoup de leur relation avec Washington et il y a une nécessité de ménager cette relation. Donc il y a une position de grande prudence, mais il y a une position qui est très intéressante depuis aussi quelques années, c'est d'essayer de, encore une fois, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si pendant longtemps, il y a eu une sorte de relation unilatérale entre les États d'Amérique latine et Washington, aujourd'hui, ils essayent plutôt de tirer le meilleur profit de toutes les puissances qui sont dans la région. Donc la Chine, les États-Unis, l'Union européenne aussi, pour surtout remplir leurs propres intérêts. Et non plus simplement être les petits États dépendants qui sont dans le sillage des grandes puissances. Non, ils essayent de faire ce qu'on appelle en Inde du multipositionnement ou du multi-alignement diplomatique. C'est jouer puissance contre puissance pour en tirer le meilleur profit. Et ça, on revient sur le terme du pragmatisme de tout à l'heure, ils sont très pragmatiques, donc ils sont prudents et pragmatiques, je dirais. La Maison-Blanche est un peu moins pragmatique dans son positionnement envers ses alliés, car on l'a vu au cours des dernières 48 heures, plusieurs pays ont cessé de coopérer sur le plan de renseignement dans la région d'Amérique latine avec les Américains, le Royaume-Uni, le Canada, notamment des alliés extrêmement proches. Alors, officiellement, ce n'est pas, si j'ai bien compris... Oui, le justifie. Alors, la justification, ce serait une crainte d'être pénalement complice de ces frappes létales. Si les États-Unis... L'article 2 de la Charte des Nations... Si les États-Unis si les informations fournies par des alliés permettent ensuite aux Américains de mettre en exécution des choses qui sont qualifiées plus tard comme des crimes de guerre, on s'est rendu complice de ces crimes. Donc ça, c'est assez inquiétant pour les services de renseignement et ça vient perturber des réseaux d'information, de renseignement très établis, très bien rodés. Donc on est dans un nouveau chapitre de coopération avec les Américains. Kevin Partney. Bon, j'ai rien de plus à ajouter sur cette question. La tomate tartiflette nous dit, et la France, elle ferait quoi en cas d'attaque des États-Unis? Elle ne ferait pas grand-chose. En cas d'attaque des États-Unis contre le Venezuela? Contre le Venezuela. Non, on peut rien faire effectivement, hormis utiliser... déplorerait quelque chose. Voilà, c'est ça, utiliser les outils diplomatiques classiques, la condamnation en priorité. Plus que déplorer, je pense qu'il y aurait une condamnation, parce qu'il y a quand même une ligne rouge de l'usage de la force en régime étranger. La question de la non-intervention, de la non-ingérence, c'est quand même une ligne rouge dans le droit international. Donc je pense que là, il y aurait une condamnation ferme de la part et de la France, mais aussi de ses alliés, collègues européens, et de l'Union européenne aussi en tant qu'institution. Mais ça reste quand même très peu... Enfin, mon opinion est que ça reste très peu probable, dans le sens où les États-Unis auraient plus à perdre en réalité qu'à gagner. Je crois que mettre une pression maximale sur le régime pour essayer de le faire mourir petit à petit et faire tomber Maduro est quelque chose de beaucoup plus stratégique, qui répondrait en tout cas beaucoup plus aux intérêts de Washington, que d'intervenir et de devenir une sorte aussi de paria international, parce qu'ils ont violé le droit international, parce qu'ils sont intervenus en plus sur un terrain qu'ils ne vont pas maîtriser. Il y a quand même un héritage sur les interventions états-uniennes en pays étrangers. Qui ne sont pas toujours très réussis et qui laissent un peu des séquelles sur place. Afghanistan, Irak, il y a quand même une série d'interventions ratées qui ont laissé des traumas aussi, et pour l'armée que pour les autorités états-uniennes. Donc intervenir sur ce genre de terrain-là, je crois que il y aurait plus effectivement à perdre qu'à gagner. Je rajouterais juste, vous l'avez un peu évoqué en disant l'Union européenne, que la France étant une voie diplomatique très importante dans le cadre des Nations Unies, il y aurait évidemment, en cas d'invasion plus confirmée, on va dire, car certains prétendent que nous sommes, estiment que nous sommes déjà dans le cadre d'une invasion du territoire et de la souveraineté vénézuélienne, il y aurait une intervention diplomatique, une réunion de crise du Conseil de sécurité des Nations Unies.
on n'est déjà pas en train de respecter les procédures, car en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, vu que les États-Unis estiment... C'est le droit à la légitime défense. Absolument, que l'on est dans un conflit armé, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait déjà être saisi de la question, du moins informé. Il se trouve qu'il n'a pas été. Il n'a pas été parce que c'est à Donald Trump de le faire. Alors, il l'a été, mais il ne s'est pas réuni finalement. Enfin, il a été, mais le Venezuela a demandé, mais c'est un point obscur en fait, justement. Le Venezuela a demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour justement dénoncer l'illégalité des interventions dans l'espace qui serait l'espace souverain, notamment la zone économique exclusive du Venezuela, son territoire. Mais le problème, c'est que le jour où aurait dû se tenir cette réunion, l'attribution du prix Nobel a été faite à Corina Machado, et ce qui a complètement paralysé le sujet. Et en réalité, si mes informations sont bonnes, la réunion ne s'est pas tenue au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il a été saisi par les autorités vénézuéliennes, mais ça, voilà. Combien même se tiendrait-il? Qu'est-ce qu'on en tirerait? Rien, parce que précisément, on parlait du multilatéralisme tout à l'heure et certaines de ses fragilités. Un point maximal de fragilité est précisément le fonctionnement du Conseil de sécurité. Par le poids de l'unanimité, s'il y a un État qui met un veto, voilà, il ne se passe rien. Et aujourd'hui, avec la Russie et la Chine qui soutiennent le Venezuela, aussi intéressantes, productives, constructives soient les propositions de la France, de la Grande-Bretagne ou d'autres États au siège non permanent, la Russie ou la Chine mettra un veto. Et le sujet s'arrêtera là. Donc c'est vrai que c'est un des points de faiblesse sur la capacité des institutions internationales à résoudre le problème, qui dit beaucoup aussi de l'incapacité de toutes les initiatives de médiation qui ont eu lieu pour essayer de trouver une porte de sortie à cette crise vénézuélienne. Donc là, il y a un point de fragilité des institutions multilatérales qui est indéniable, quand bien même ce que j'ai dit tout à l'heure sur la résistance et la résilience du multilatéralisme, ça c'est un point de faiblesse, indéniable. Fragilité dont profite Donald Trump, absolument. Je sais qu'on n'aime pas beaucoup faire ça, mais on va le faire quand même. Mais pardonnez-moi, on va faire peut-être de la politique internationale fiction. Si jamais Maduro, si la pression était telle que Maduro devait s'enfuir, par exemple, qui lui succéderait-il? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui resterait? Alors c'est difficile à dire. Ce que l'on peut... On a l'impression qu'il n'y a que lui, en fait. Ce que l'on peut... déjà, il n'y aurait pas de vide dans le sens où, derrière lui, aujourd'hui, il y a cette grande question de la fraude électorale des dernières élections de juillet 2024, dont on sait qu'il n'a pas gagné, et dont on sait que c'est Edmundo González, qui est aujourd'hui exilé à Madrid, qui a gagné. Donc on peut présupposer qu'une sortie du pouvoir précipiterait cette transition, on va dire, de manière intérimaire. Est-ce que Edmundo González prendrait les rênes du pouvoir? Juridiquement, j'avoue pas savoir très précisément comment s'opérerait la transition dans les jours qui suivent, et puis ce qui mènerait à une transition par des nouvelles élections, et puis un président légitimement élu. Voilà. Mais ce que l'on peut largement dire, c'est que de toute façon, l'opposition est suffisamment bien constituée aujourd'hui. Elle a été très faible pendant de nombreuses années, ce qui est aussi un vecteur d'explication de pourquoi la crise est aussi longue. On ne peut pas déculpabiliser l'opposition. Pendant un certain nombre d'années, ils ont été là. Ils n'ont pas réussi à faire front uni pour pouvoir proposer une alternative. Il y a aussi ça à mettre dans la balance. Aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment de leadership disponible pour pouvoir prendre les rênes si Maduro devait quitter le pouvoir. Cette diplomatie du rapport de force qu'incarne le président américain, est-ce que ça annonce la fin du soft power américain d'une certaine manière? Est-ce que c'est un aveu de faiblesse? Est-ce que c'est le chant du cygne du soft power américain? James, c'est peut-être plus pour toi. Non, je pense que c'est un nouveau chapitre. Pardon, je réfléchis un peu à la question qui est très intéressante. C'est le soft power décomplexé. C'est un soft power agressif, peut-être. L'influence américaine reste très importante économiquement, on l'a dit, culturellement, quoi qu'on en dise. L'influence politique, on l'a dit que ces pays veulent avoir quand même les faveurs de l'Amérique, que ce soit directement à travers des aides des Américains ou indirectement à travers des institutions auxquelles participent les Américains. Vous avez cité des institutions relevant du groupe de la Banque mondiale à Washington. Donc on sait que des acteurs économiques, des acteurs politiques ne veulent pas trop
énervé la Maison-Blanche. On se posait la question il y a un an sur ce plateau de comment les alliés et d'autres pays allaient interagir avec Trump, qui commençait déjà à avoir un discours dès son investiture extrêmement agressif. Ça passait de envahir le Groenland, changer le nom du golfe du Mexique. C'était déjà annonciateur d'un changement de paradigme. Le résultat aujourd'hui, c'est que la coopération reste très forte entre ces pays et les Américains, malgré ce positionnement très unilatéral de Trump. C'est pas seulement America First, c'est America Only. Mais je pense que le soft power, pour répondre à votre question, enfin, reste très très important. On parle du Mercosur, est-ce qu'il faut un autre cadre pour unir l'Amérique latine ? Non. Je réponds très catégoriquement non, parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'expériences de coopération dans la région. Les organisations régionales, elles pullulent, littéralement. C'est une des régions du monde où il y a le plus d'organisations régionales, par mètre carré, j'ai envie de dire. Non, il y en a près de 11, qui sont pas toujours actives au même moment. Donc il y a des aléas, elles sont actives parfois, puis elles rentrent en sommeil, une paralysie, puis elles renaissent de leur cendre. Mais il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de forums aussi qui ne sont pas forcément institutionnalisés, mais qui sont des espaces de coopération, comme la CELAC, la communauté des États latino-américains et caribéens, qui se réunit avec la Chine, qui a un forum commun avec la Chine, par exemple, et avec l'Union européenne. Il y a eu un sommet il y a quelques jours, UE-CELAC. Donc je crois que des expériences de coopération, il y en a suffisamment. La seule question, c'est de trouver l'ingrédient qui va permettre de dépasser la fragmentation que j'évoquais tout à l'heure, ce qui va permettre de réunir tout le monde autour de la table, identifier cet intérêt commun, qui va permettre donc de réunir tout le monde autour de la table, plutôt que de créer une énième organisation. Le Mercosur, aujourd'hui, on voit que c'est très difficile à faire fonctionner. Alors le Mercosur, c'est plus petit, hein, c'est donc Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay. Et pourquoi ? Parce que vous avez un leader de gauche, Lula, au Brésil, et un leader de droite radicale en Argentine, Milei, qui peuvent difficilement se parler. Et du coup, ça ne marche pas. Comme en Europe, parfois des leaders politiques ne peuvent pas se parler. Ça casse un peu la dynamique. Donc voilà. Je dirais non à une autre organisation, mais vraiment, il faut trouver l'ingrédient de la coopération. Rien à ajouter. Chers amis, il est 18h50, Kevin, il me semble que vous avez un train dans pas très longtemps. J'ai promis de vous chasser un petit peu avant. Il nous reste cependant quelques minutes pour le mot de la fin ou le mot de la suite, selon vos compétences respectives. James, le mot de la fin ou le mot de la suite ? Alors, le mot de la suite, je vais revenir en arrière un peu sur cette question de l'état de droit. On a dans ce conflit, dans cette situation, qu'il s'agisse de la menace de la violation de la souveraineté du Venezuela ou de ces frappes létales menées contre maintenant plus de 70 présumés narcotrafiquants en l'absence de preuves, en l'absence de procès équitable, en l'absence de communication avec les autres institutions et aucun contrôle d'un magistrat quelconque américain et de la défiance de la communauté internationale, on a une incarnation, une représentation de la défiance de l'état de droit. Et aujourd'hui, nous avons parlé principalement de Donald Trump, c'est normal, on parle de tout le monde, mais ces comportements, ce positionnement envers l'état de droit, envers le multilatéralisme, pour prendre notre mot de la journée, et on le retrouve ailleurs. On le retrouve dans beaucoup de pays, et je pense que cette question d'aujourd'hui ne concerne pas seulement les Américains et les Vénézuéliens ou les Colombiens, ça concerne toutes les démocraties. Et tout pays où des dirigeants ou des personnes, des potentiels dirigeants adoptent cette posture de dire je peux agir de manière unilatérale. On doit tous se sentir très concernés par les menaces qui pèsent sur le populisme anti-état de droit. Merci, James. Kevin, le mot de la fin ou le mot de la suite, peut-être ? Oui, moi, j'aurais finir sur une note positive qui est liée à ce débat, parce que je trouve que ces questions, elles sont très négatives, elles sont tragiques à de nombreux égards, mais elles ont cette vertu de braquer les projecteurs sur un certain nombre de pays qu'on connaît très mal, sur lesquels on a beaucoup de clichés, beaucoup de préjugés,
Et le fait d'interroger, de réfléchir autour de ce qu'est en train de faire Trump dans la région, ça permet d'ouvrir une boîte noire et de voir que les États latino-américains ne sont pas toujours que ces petits États dépendants, qui ne sont pas très importants, marginaux dans les affaires internationales, mais qu'ils résistent, même face aux grandes puissances. Ils ont des nouvelles diplomaties, ils ont des nouvelles politiques étrangères, des nouvelles stratégies pour peser dans les affaires mondiales. Et je trouve que c'est très intéressant, parce qu'au moins ça a le mérite de braquer les projecteurs sur une zone du monde qu'on connaît encore trop mal, très mal. Et voilà, ça permet d'en parler. Donc merci encore pour l'invitation et de parler de ce sujet. Merci d'y avoir répondu favorablement. Merci aussi, James, de me faire l'amitié de tes lumières. Il est 18h53, passé de 27 secondes. On se quitte un petit peu plus tôt que prévu, mais c'était quasiment prévu. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi. Merci à nos invités. Merci à nos 2 autres invités de juste avant. Merci à vous, bien sûr, dans le chat pour vos questions, vos humeurs, vos bons mots. Merci, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens derrière la vitre, vous ne les voyez pas, mais nous, on les voit. Ils nous donnent le pixel, le son, l'image, le bon goût, et puis les bons mots et les sourires et le support. Merci à Alex et Pascal à la régie. Merci à Anthony Maillet de Santis pour le son. Merci à Thomas Coudreuse, André Yanos pour la vidéo. Merci à Stéphanie Berlu pour les visuels. Si vous avez raté le stream, chers amis, que vous voulez le réécouter, par exemple avec le son de la Maison de la Radio de la Musique, qui est un service public, qui est encore gratuit pour l'instant. Il est disponible en podcast sur l'offre de Radio France, sur la plateforme de Radio France. Vous pouvez aussi le retrouver en vidéo sur YouTube et sur franceinfo.fr et en replay sur Twitch. Vous pouvez le réécouter, le revoir à peu près partout. Donc, on se retrouve jeudi prochain de 17h à 19h, au même endroit, à la même heure. Pas de bonheur, mais de charmante humeur certainement. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.